Messieurs, dames, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une compétence indispensable pour réussir, la vente. On parle de vente de produits ou encore la vente de soi pour décrocher un job ou une mission. Notre invité du jour en a fait sa passion et j'ai envie de dire que c'est une cadre dans cette expertise. Bonjour Laetitia. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien. Écoute, déjà, je tiens à te remercier pour le temps que tu accordes à Self Upgrade parce que c'est cool que tu te sois déplacé, que tu sois venu. On Avec se grand voit pour plaisir. la première fois, comme on disait, ici, justement, dans les locaux de Self Upgrade. Donc, très, très, très content de ça. Bah merci pour l'invitation, c'est trop cool. Ce lieu est trop cool. Super. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc je vais essayer d'être rapide. Du coup, je suis Laetitia Fall, je suis entrepreneur. Euh, on va dire que je suis passionnée de sales, beaucoup, ça a drivé toute ma vie. Du coup, je crée beaucoup de contenu aujourd'hui sur la vente. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été head of sales pendant des années, on en reparlera. Donc voilà, mais si je dois me présenter, c'est vraiment entrepreneur, Mhm. serial entrepreneur, on va dire. Ok, Serial Entrepreneur. Pourquoi Serial? T'as commencé quand? Alors j'ai commencé en 2014. Au début, tout début, je pense, on parlait un peu de Startup Nation, mais on était en quelques-uns à être un peu fous, à se dire: «OK, on va s'enfermer et monter des boîtes». Du coup, j'ai commencé à ce moment-là avec, 3 autres personnes, à monter une boîte qui s'appelle C-Cube, Ok. qui était, notre objectif, c'est une plateforme qui permettait de faire des forums virtuels de recrutement pour permettre aux jeunes de trouver un job. Donc alternance, stage, premier emploi. On a fait ça pendant 7 ans. Du coup, j'étais head of sales de cette boîte et on l'a revendu au groupe Hello Work, qui est un des plus grands groupes, dans le recrutement aujourd'hui en France. Donc ça a été ma première grosse expérience, grosse école, d'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai monté un accélérateur en fait, qui s'appelle l'Afrolab, où l'idée c'était d'accompagner en fait un maximum d'entrepreneurs, afropreneurs, qui soient ici basés, issus de la diaspora ou en Afrique, tout simplement à, scale leur boîte. Donc on a, notamment accompagné des boîtes comme Broken Abroad, comme, Le Carité et cetera, qui sont des boîtes qui aujourd'hui, cartonnent pas mal. Et là actuellement, je suis solopreneur, donc j'ai décidé maintenant de, on en parlera peut-être après, de d'avancer seule. Donc là, je fais beaucoup de freelance aujourd'hui, mais l'idée, c'est que je suis en train en réflexion, de faire un prochain SaaS ou bien de la formation, on verra. Ok, super. Déjà, parcours très enrichissant. Ouais. J'ai envie de te poser une question. C'est quoi la vente? Pour moi, la vente, c'est faire changer quelqu'un, tout simplement, faire changer le process de quelqu'un. Typiquement, il y a un truc que tu fais depuis, beaucoup de temps, tu pourrais faire beaucoup mieux et moi, je te fais changer. Mhm. Il y a rien de plus que c'est rien plus que ça. C'est de faire changer une personne. C'est, discuter avec une personne, comprendre ses besoins et de faire en sorte tout simplement de lui faire un mouvement. Mhm. Ok. Et d'où cette passion? Est-ce que tu as toujours été passionné de vente? Je pense oui, mais sauf que je savais pas que c'était de la vente. En fait, D'accord. j'ai un parcours, aussi, alors avant de rentrer dans le business, avant d'être en entrepreneuriat, j'avais une autre vie avant qui était beaucoup plus, on va dire engagée. Donc j'étais, on va dire, les Anglais et les Américains aiment bien utiliser le mot activiste. Je Mhm. préfère, que le mot militant parfois qui peut faire peur, donc voilà. Donc j'étais quelqu'un de très engagé et donc du coup, forcément très, très jeune, j'ai commencé à 17 ans, j'ai été formée, tu vois, à l'art de prendre la parole devant 1000 personnes, recruter des gens pour, mes associations, organisations et donc ça déjà pour moi c'était de la vente. Je savais pas à l'époque, mais du coup c'est vendre des idées, c'est vendre un projet, c'est vendre une vision. Et ensuite, effectivement, je suis rentrée beaucoup plus dans le monde du business. Je pense que la vente, j'ai vraiment expérimenté la vente, avec C-Cube, où il a fallu chercher mes premiers clients et on va dire que moi, ce qui me plaît dans la vente, c'est de partir de quelqu'un qui n'a pas envie de te parler et en fait, arriver à une relation où la personne, en fait, tu lui es presque indispensable et en tout cas, vous êtes en train de construire une vraie relation qui va durer. Ça, c'est vraiment mon kiff, Ok. la vente. Ok. C'est convaincre les gens. D'accord, convaincre les gens. Ok, super. D'après toi, c'est quoi une des qualités intrinsèques qui fait un bon vendeur? L'écoute, Mhm. principalement. Hem, Moi, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois que, bon, j'aide des gens dans la vente ou que j'ai, managé des sales,
La différence entre les très bons et les moins bons, on va dire, c'est pas les techniques, c'est pas, les frameworks que tu vas utiliser, c'est vraiment ta capacité à écouter. Alors, parfois quand on dit ça, les gens disent: «Oh OK, bullshit». Quand je dis capacité à écouter, c'est en fait, on appelle ça souvent de l'écoute active. J'ai envie de le traduire en mode: je me contente pas de ce que j'entends. Typiquement, tu vas me dire des choses, je vais te poser une question, je sais pas moi, sur tes sujets actuellement ou tes pains et cetera. Tu vas me donner des réponses, je vais les entendre, et moi ensuite derrière je vais creuser. Creuser parce qu'en fait ce que je vais entendre, c'est pas la première réponse que je vais donner. Donc c'est ça en fait ce que moi j'appelle, l'écoute active, c'est de partir du principe que la réponse qu'une personne va me donner, je la prends pas en mode, «OK, c'est la réponse, qu'il me faut et allez j'avance». Non, non. «OK, pourquoi il me dit ça?» OK, bah, je vais me poser la question. Si je me pose la question, je vais te la poser. Pourquoi il pense ça? Pourquoi il pense que ça, c'est inutile? Pourquoi il a décidé de mettre ce prix-là? Pourquoi il a décidé ce budget? Oui, parce que, enfin, voilà, on a décidé que, on investirait, je sais pas moi, 10 000 €. Bah, je vais poser la question pourquoi. Donc ça, pour moi, en fait, c'est vraiment, ta capacité à vraiment écouter et à te poser vraiment la question. Derrière une réponse, il y a quoi? Et creuser. OK, super. C'est vrai que, on va dire, dans l'inconscient collectif, on se dit qu'effectivement un bon vendeur, c'est celui qui a un bon pitch, qui a de la chat, qui sait parler et cetera et effectivement, en fait, tu te rends compte qu'un bon vendeur, ben, c'est celui qui sait parler, oui, mais qui parle au bon moment, quand c'est judicieux et puis qui potentiellement comprend intrinsèquement le besoin. Ce que tu dis, ça me fait penser un peu au parallèle des 5 pourquoi que des fois les parents utilisent ou bien qu'on utilise aussi en produit, à savoir, voilà, demander pourquoi, 5 fois pour vraiment comprendre la raison intrinsèque, Ouais. qui motive quelqu'un ou qui l'anime et cetera. Donc cool. Tu as parlé de CQ au début. 7 ans d'entrepreneuriat, ça fait quoi d'avoir fait 7 ans d'entrepreneuriat? C'était dur. Aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure école que j'ai pu avoir. J'ai appris plein de trucs, que ce soit d'un point de vue vraiment technique sur la vente, d'un point de vue produit, d'un point de vue, relation client, comment garder ses clients longtemps, heu et d'un point de vue managérial aussi, d'organisation propre et aussi également de mental parce que 7 ans, c'est long. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir pas mal de gens qui disent, voilà: «J'ai monté une boîte en 1 an, j'ai explosé» et cetera. Bon déjà, généralement, il y a déjà des années Mmh. avant d'avoir explosé et en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'on a des cycles de c'est 5, 7, 10 ans, tu vois? Quand tu montes une boîte un peu solide. Hem, du coup, moi, aujourd'hui, c'est voilà, la meilleure école que j'ai pu avoir, mais en tout cas, c'était dur, tu vois? Il y Mmh a mh. des moments qui étaient vraiment durs, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau de la pression, tu sais? Quand tu as une boîte, j'imagine que tu connais, des enjeux de trésor. Hem, on a traversé le covid, voilà, tu as tout enfin voilà, tu es toujours challengé, tous les Mmh. jours. Il y a pas un moment de répit, en fait, comme Mmh. quand, j'ai pu être salarié dans ma vie. Bon, bah, OK, tu as des enjeux, tu as des objectifs, tu peux être stressé, mais au final, si ça se passe mal, c'est pas très grave. C'est pas de ta responsabilité de Ouais. dégager, voilà. Donc tu es toujours challengé, soit parce que, bah, tu dois te séparer d'un collaborateur, soit parce que tu dois recruter de nouvelles personnes, enfin, en fait, tu es toujours, tes sens sont toujours éveillés, quoi. Mmh. Donc c'était très cool, mais c'est difficile. En tout cas, je fais pas partie des gens qui vont te dire, «L'entrepreneuriat, c'est easy, c'est juste des méthodes», Mmh. non, c'est dur. Faut être un peu taré, je pense, pour, monter une boîte ou vouloir être entrepreneur. Mmh. Ouais, non, c'est vrai que, surtout aussi l'entrepreneuriat comme tu l'as fait, c'est-à-dire vraiment monter on reparlera après ce qu'on appelle un peu le soloprenariat et cetera, qui est aussi une autre forme d'entrepreneuriat. Mais effectivement, l'entrepreneuriat comme toi tu l'as fait, en tout cas au début avec des associés, avec, vous aviez des locaux, je suppose? Ouais, on a eu, différents locaux, des locaux toujours très cool parce que, mon ex-associé qui était CEO, c'était quelque chose, c'était important pour lui. Il arrivait toujours à trouver les super bons plans à Paris. On a été à un moment donné à Parmentier, donc c'est Mmh. plutôt un beau quartier. Après on s'est retrouvés dans le 19e, mais au moment où ça commençait à être, gentrifié, un Mmh. peu bobo. Et après on s'est retrouvés à République, D'accord. voilà, dans un coworking, qui s'appelait Morning, tout simplement parce qu'après on avait marre de faire la vaisselle, on avait marre de gérer un lieu, on n'avait pas envie de payer un tu vois, genre, je sais plus comment on appelle ça, ceux qui s'occupent des bureaux et des gens et cetera. On s'était dit en fait, vaut mieux qu'on ait un endroit cool où les gens peuvent faire du sport, Mmh. peuvent avoir, tout à disposition et cetera. Mais du coup, c'est un coût. Et Ouais, donc ça, tu vois, par contre, quand je te disais en fait c'est difficile, c'est que, bah, tu vois, dépenser 10 000 € par mois, bah, il faut l'assumer, quoi. bien sûr. Ah oui, oui, je sais, mais nous aussi,
j'ai été justement dans une boîte où on était effectivement dans un coworking, co-morning et cetera. Effectivement, tu te rends compte que ça monte très vite le prix, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils répondent à un vrai besoin. Tu vois, ce que tu as évoqué, c'est vrai que prendre un concierge ou autre et puis des fois et aussi beaucoup, les gens n'en parlent pas trop, mais des fois on a des locaux, moi, des fois il y a des vols en fait. Tu vois, des fois tu te fais voler ton matériel, tu dis: «Waouh, c'est chaud, c'est embêtant et ceci et cela». Donc effectivement et puis il y a aussi un autre aspect qui est intéressant des fois dans le coworking, c'est que tu rencontres aussi beaucoup de personnes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire des connexions, des fois des deals, ça dépend de ton produit, mais Mmh. des fois des deals se font, parce que, en fait, tu es en train de parler avec deux trois Ouais. gars, que tu vois sur LinkedIn et parfois tu les vois, ils sont là et puis vous parlez entre vous donc ouais, ouais, super, super intéressant et donc du coup, tu as fait ça dans l'entrepreneuriat et cetera. Est-ce que alors oui, il y a une question aussi que j'ai envie de te poser. Les invités, souvent et même aussi dans mon réseau, souvent parlent d'un moment dans l'entrepreneuriat où tu as une sorte de tunnel. Je vais m'expliquer. Le tunnel, c'est un peu, comment je le définis et je l'entends, c'est un peu ce moment qui peut être plus ou moins long, où en fait, tu ne vas faire que respirer, penser à ta boîte. Dans le sens où tu te lèves, tu penses à ta boîte, tu manges, tu penses à ta boîte, tu dors, tu penses à ta boîte, et en fait, tu ne vois que ça. Et en fait, le tunnel, alors, des fois, ouais, ça dépend déjà, mais a des effets positifs, dans le sens où tu peux aller tacler des sujets parce que tu es ultra focus et cetera. Des fois, tu as des sentiments de flow, ce qu'on appelle le flow et cetera. Mais il y a aussi des effets néfastes, dans le sens où des fois, potentiellement, ça peut te couper socialement de certaines personnes. Tu réfléchis qu'à ça, donc des fois, toi aussi, tu es stressé. Des fois, moi, je le dis ça à chaque fois, mais moi aussi, quand j'étais très, très, très focus, je suis passé à côté du burn-out parce qu'en fait, tu penses qu'à ça et puis en fait, le burn-out, c'est un peu le delta entre tu aimes beaucoup bien faire les choses, mais tu te rends compte que tu peux pas bien faire les choses. En fait, ce delta qui existe, Mmh. ça te crée un peu un truc où tu es pas trop bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu as vécu un tunnel? Et ça, toi, je sais pas si ton tunnel a duré 7 Mon ans. tu mon tunnel, il a duré longtemps. J'étais en train de me dire, en fait, sur les 7 ans, combien de temps a duré mon tunnel? Ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un de assez, on va dire, obsessionnel OK. dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, dans tous les projets que j'ai, quand je fais un projet, je suis vraiment, je pense à 300 et ça me posait même des problèmes quand j'étais en CDI parce que parfois je me souviens, le directeur général d'Epitech à l'époque disait: «Elle aime la boîte plus que moi». Tu vois? Genre, Mmh. je suis ce genre de personne. OK. Donc tu vois, quand je suis investie, par une mission, par un projet et cetera, je suis à 200. Et donc là, c'était vraiment, le projet déjà je le kiffais, j'avais envie de faire en sorte que ça marche et cetera. On va dire qu'il y a eu quand même 2 ans, je pense, où là vraiment, ce que tu me dis, ça me parle. Je pense que les premières années, c'était un peu la lune de miel aussi également avec, mes associés, le côté: «Waouh, c'est trop cool» et cetera. Mais j'avais quand même une vie sociale, voilà. Je pense que, le moment c'est, je m'en souviens, je pense que c'était 2017-2018, c'est 2 années où je mangeais, 6 cubes, je dormais 6 cubes, je faisais que ça. Je me souviens à l'époque, il y avait un podcast que j'aimais beaucoup, beaucoup qui était, les premiers podcasts qui arrivaient qui était, Nouvelle École, je sais pas si tu l'as connu, Nouvelle école. j'avais C'était, Antoine? Non, oui, c'était Antoine, mais Antoine, j'ai oublié son nom, mais et c'est pas franchement, c'était c'était très extraordinaire. qualitatif, hein. Et du coup, j'écoutais ça le matin et en fait, c'était un truc qui me drivait toute la journée. OK. Je pense que même, c'est une année où on avait fait un chiffre d'affaires extrêmement, très cool. On avait fait une belle croissance et je pense que franchement, je pense que ce podcast n'était pas anodin. C'est-à-dire que j'étais dans une dynamique où il fallait que je travaille tout le temps, il fallait que j'emmène l'entreprise super haut. Je rencontrais, tu vois, plein de gens à ce moment-là, je me disais: «Ouais, en fait, il faut vraiment que je sois la meilleure head of sales possible, imaginable, faut qu'on ait la meilleure organisation sales» et cetera. Donc j'allais, enfin, tout était optimisé, c'est-à-dire que le déjeuner, j'allais discuter avec des head of sales ou des CEO de start-up à l'époque. À l'époque, les gens étaient un peu plus cool, ils disaient: «OK, vas-y, je te prends une demi-heure». Ils étaient pas genre: «J'ai pas le temps» et cetera. Donc je passais beaucoup de temps à écouter, comment les gens organisaient et cetera. Tu m'avais dit en fait que tu as bossé pour Le Wagon, typiquement par exemple, j'ai pas mal discuté avec Romain Paillard à OK. l'époque, et donc à chaque fois mon obsession c'était de dire comment je peux prendre le meilleur de toutes les boîtes qui fonctionnent et que je puisse les implémenter. Et donc ça a été un moment, en fait, hyper cool au niveau professionnel parce que c'est un moment, je pense que j'ai vraiment, vraiment beaucoup progressé, à la fois dans mon métier, de head of sales, mais aussi également avec mon équipe en termes de manager. Je pense que c'est un moment où j'ai, vraiment kiffé être, avec mon équipe, mais c'est le moment où j'ai pas eu de vie, quoi. Et donc je l'ai payé après, forcément parce que tu payes toujours. 2019, vraiment une année un peu down, où, voilà, je sais pas si on utilise souvent ce terme-là, je suis pas médecin, mais est-ce que c'était un burn-out ou pas? En tout cas, une très grosse fatigue, et à un moment où j'ai dû quand même, prendre un peu plus de recul, quoi. OK. OK. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de passer par là? Je pense que Pas par le burn-out, hein, par le tunnel. En fait, je pense que c'est nécessaire de passer par là pour comprendre qu'en fait,
à un moment donné, tu vois, là, je te parle de 2017-2018, il s'est passé ce moment-là où j'ai pris du recul et puis à un moment donné où tu apprends à faire autrement et en fait, je pense que pour faire autrement et avoir le truc de se dire: «Ah, en fait, tu peux réussir ta boîte sans travailler comme un taré». Justement, quand tu as plus de recul et tout ça, avec ton équipe, ça se passe mieux, tu prends des meilleures décisions et cetera. En fait, pour arriver à ça, il faut avoir vécu le truc Mmh. où en fait, tu as vécu dans la confort d'avoir des gros moments de fatigue, de faire des erreurs parce qu'en fait, tu es tellement dedans, dans ce tunnel, que tu arrives pas à regarder ce qui se passe ailleurs, tu prends pas assez de recul, tu prends des décisions trop vite et à un moment donné, tu le payes. Donc moi, je pense que c'est nécessaire pour après, hem construire autre chose, Mmh. une autre manière de travailler, un truc où tu es beaucoup moins obsessionnel, où tu es un peu plus réfléchi, un peu plus scientifique, je dirais. En tout cas, moi, à un moment donné, après, j'ai abordé la vente, moins dans le côté, c'est mon énergie qui va permettre de faire tout péter, mais plus, OK, non, en fait, ça va être des process, ça va être, des choses que je vais activer, ça va être, des people, meilleure sélection des personnes avec qui je travaille, qui vont faire qu'on va réussir, quoi. Donc ouais, moi je pense qu'il faut passer par là à un moment donné. OK. Et à la genèse, parce que tu vois, tu as dit que tu as travaillé avec, chez Epitech. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, c'est Epitech en fait. Genre à Epitech, c'est bon une école d'informatique assez connue. À l'époque, c'était une école vraiment geek, beaucoup moins bon aujourd'hui ils ont quand même beaucoup injecté du business, des profils et cetera, mais à l'époque, on était vraiment sur des profils geeks, genre voire on avait beaucoup de hackers dans cette école et cetera. C'est eux qui ont inventé la piscine, hein, dire Mmh. pendant 3 semaines, tu es sous l'eau à coder comme un taré, à dormir, partout. Du coup, je rentre dans cet univers-là, je découvre ce monde-là. Pour moi, l'informatique, c'était pas, du tout un monde dans lequel, voilà, c'était pas un truc que j'aimais particulièrement. J'ai appris à aimer ça, pas en faisant de l'informatique, mais en aimant en fait, ces profils-là. Il y a beaucoup de caricatures, hein, sur les profils dev, ils sont comme ci, ils sont comme ça, enfin, en tout cas, moi, ce que je remarquais, c'était qu'ils étaient créatifs. Hem Et j'ai rencontré en fait du coup des créateurs de boîtes, qui sont même assez connus et qui ont réussi, voilà. Notamment, par exemple, Solomon Hykes qui est, franco-américain qui a monté Docker. Au départ c'était .cloud, après il a monté Docker. Donc je voyais ce français-là qui était, en troisième année, qui a décidé de partir, aux États-Unis, de faire un espèce de contrat avec l'école en se disant: «Bah écoutez, moi mon stage je le ferai en mode créateur d'entreprise». Au final il fait Y Combinator, il lève des fonds avec, Yahoo. Je me dis: «Waouh, ah c'est incroyable». Pareil dans la même veine, PrestaShop, Bruno Lévesque, pareil qui lance, son outil pour les boîtes e-commerce. Donc pareil, même profil, genre je finis pas vraiment mes études, et cetera, voilà. Bon, il y avait pas mal de profils comme ça, Melty aussi également, et donc je rencontre ces gens-là, je suis connectée avec ces gens-là et je me dis: «Mais en fait, c'est qui ces gens en fait qui sont pas des gens qui ont une énorme hype, Mmh. mais qui savent faire des trucs et ces trucs en fait intéressent plein de gens et en fait, ils arrivent à monter des boîtes, à être successful». En tout cas, ça me passionnait et surtout, en fait, ce qui me passionnait, c'était le process, tu vois? Le fait d'avoir une idée, de se retrouver, de développer des trucs, d'aller chercher des clients et cetera et donc voilà, donc très vite, en fait, je me suis dit: «En fait, je veux en être» et donc comme je dis: «Je veux en être», alors j'étais pas dev, mais du coup, c'est, le moment où il y a The Family, c'est le moment où du coup, il y a pas mal d'événements et cetera donc je traîne dans les événements, dans les startup week-ends et cetera et tout ce, le fait de traîner dans ces milieux-là, ça fait que tu rencontres ensuite, des personnes et c'est comme ça que j'ai rencontré mes ex-associés. OK. Ouais. C'est vrai que Paris, c'est assez cool sur ça, en termes de Ouais, fréquence d'événements. Et exactement. même je trouve que pour rencontrer les gens, ça va très vite, Ouais, très, tu très vois? C'est-à-dire que prendre un café avec des gens ou faire un déj ouais. ou même croiser des gens, tu vas des fois à la Felicita et ceci et cela, tu croises vraiment beaucoup de personnes et je trouve que Paris, c'est ce truc-là, il y a des défauts, il y a des qualités, mais le truc pour moi qui est vraiment pertinent à Paris, c'est que tu rencontres des gens très, très vite. Mmh. Tu vois? Ça va ultra, ultra vite et puis tu peux potentiellement débloquer des situations ou bien avoir des informations et cetera. Ça va très, très vite. OK, je comprends ça et donc du coup, mmh en passant par tout ça, tu deviens plus ou moins une experte de la vente. Hem, Parle-moi d'une anecdote, un truc que tu as vu dans la vente où tu te dis: «Mais c'est du n'importe quoi de faire ça». Ce qui t'a marqué, heu, peut-être positivement ou négativement, peu importe, mais une anecdote que tu un truc que De tu t'es dit: «Ouais, moi, ouais». Alors que j'ai fait de mal. ça peut être toi ou que tu as vu, hein, mais peu importe. Mmh. Bah,
Déjà, alors ce que j'ai vu, parce que j'en ai vu quand même beaucoup, aujourd'hui j'écoute plein de calls, donc je Ouais. vois beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas, mais peut-être partir, d'un déjà peut-être un exemple déjà de moi, ma première expérience de vente parce qu'en fait, hem, je on fait 6 cubes, moi je suis business developer. OK. Mon objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher un maximum de clients. Premier rendez-vous que j'ai, c'est le rendez-vous le plus catastrophique que j'ai, c'est avec Alten. Déjà j'arrive en retard. Très, très mauvaise idée. En fait, c'était une époque où on faisait des rendez-vous physiques, en fait. Aujourd'hui, ça paraît bizarre aux gens parce que les gens, aujourd'hui, vont en visio. Mais à l'époque, tu allais, voilà, donc il fallait que tu sois quand même bien habillé, il fallait que tu arrives, quand même 5 minutes avant, enfin voilà. Et puis on n'était pas riches, donc j'allais à cette époque-là, j'allais pas en rendez-vous en taxi. Mmh. J'allais en métro et cetera. Donc du coup, j'arrive en retard, hem et en fait, je savais que j'avais rendez-vous avec Alten. J'étais tellement excitée par le fait d'avoir un rendez-vous avec Alten parce que, bah, en fait, quand tu fais de l'évangélisation d'un produit, j'imagine que tu connais ça. Tu appelles les gens, tu prospectes. Là, c'était le premier grand groupe qui me répondait oui. Mmh. J'avais rendez-vous avec le DRH de Alten, donc j'étais trop contente et je pense que cette excitation-là et aussi un manque de compétences, mais a fait que j'ai pas préparé le rendez-vous. Ah. J'ai pas préparé le rendez-vous, je suis arrivée et je m'étais dit: «Bah, j'allais pitcher mon truc, faire ma démo, et cetera». Donc j'arrive et comme j'ai pas préparé, je pose plein de questions où en fait le gars me dit, parce qu'il a quand même pas mal de bouteilles, OK, enfin elle est venue en touriste quoi. Tu vois? En Ah. fait, tu quelqu'un quand même qui est assez high level devant toi. Toi tu es là, en plus, j'étais plus jeune, tu en mode, «Voilà, j'ai une solution, OK, qui arrive, je suis une start-up, je prends, allez 20 minutes, 30 minutes avec toi, sois prête quoi». Me pose pas des questions en fait, que tu pourrais aller trouver sur internet, que tu pouvais Mmh. trouver sur LinkedIn, Ouais. enfin voilà. Donc ça, déjà, fait que le rendez-vous, il est pas cool. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que, tu vois, la situation se tend parce que en fait, l'environnement d'un rendez-vous, c'est dès le début. En Mmh. fait, tu vois? Est-ce que ça se passe bien? La personne, se dise: «Ah OK, je suis face à quelqu'un de sérieux» et cetera. Donc bon, bah, je me raccroche aux branches, j'essaye d'en faire des caisses, avec une démo incroyable, à un peu survendre le truc et cetera. Évidemment, finalement, j'ai pas closé ce deal, je l'ai closé plus tard. Mais la leçon que j'ai apprise, c'est qu'aujourd'hui, je prépare toujours mes rendez-vous. Ça veut dire que, mes premières interactions, mes premiers mots que je dis ou ma première question, faut qu'elle soit pertinente. Faut qu'en fait la personne se dise: «OK, en fait, cette personne-là, elle a fait ses devoirs, elle sait et on est en gros, on est du même niveau». En fait, elle est vraiment experte, je perds pas de temps à parler avec elle. Je suis pas une personne qui me regarde et qui me dit: «Alors, vous avez du mal à recruter?» C'est vrai que c'est la guerre des talents, tu vois? Si tu viens pour raconter ce genre de truc, le mec, c'est un DRH en face de toi. Mmh. Ça fait longtemps qu'il sait que c'est la guerre des talents. Si tu viens lui donner des trucs très basiques, c'est un peu pourri. Et si je dois donner un deuxième truc de choses que je vois, la plus grosse erreur pour moi que je vois, c'est les gens qui projettent sur leurs clients en se disant: «En fait, je sais que c'est ça qu'il a envie et je sais que c'est ça dont il a besoin». Et ou bien quand tout simplement la personne lui dit quelque chose, il va pas écouter, comme je te disais encore une fois, ce que la personne dit, donc essayer de creuser. Il va avoir sa propre interprétation et donc du coup va partir en fait dans son chemin et cetera et souvent ça donne des trucs un peu cocasses parce que, bah, tu dis: «Mais en fait, la personne à la fin elle était pas chaude» et en fait elle te l'a dit en fait. Pendant toute la partie elle te l'a dit, c'est juste que tu as voulu pousser le truc, de dire: «Non, non mais si, si en fait, tu sais pas mais en fait tu en as besoin quoi». Je dirais que c'est les 2 trucs, préparer et surtout pas se projeter, enfin, trop sur le client. Le client est une personne à part entière, il pense pas comme vous, il a pas les mêmes croyances. Donc en fait, il faut lui poser des questions pour savoir en fait, ce qu'il pense vraiment, ce dont il a besoin et cetera. OK. Ouais, de toute façon, on verra plus en détail, on va dire les bonnes, Les bonnes pratiques, ouais. voilà, les bonnes pratiques, d'une vente et j'ai envie de te poser une question. Tu sais, moi, par exemple, hein, je fais un parallèle avec ce que tu dis. Tu vas me dire si toi, tu es d'accord ou pas d'accord et quelle est ta vision sur ça? Quand j'ai cherché une alternance en 2000, en 2017, quand j'ai cherché une alternance, j'ai postulé 258 fois. 258 fois? 258 fois. J'ai envoyé CV, lettre de motivation, 258 Ah. et tu sais, quand tu postules, ça te met dans tu le mood où tous les matins tu reçois: «Malheureusement, nous avons étudié votre candidature» et cetera et donc du coup, mais par contre, moi je suis très résilient et assez besogneux. C'est-à-dire que je me dis: «Bah, tant que l'école n'a pas encore commencé», j'ai trouvé à une semaine du début, mais tant que ça n'a pas encore commencé,
Eh ben, je continue en fait. Il y a pas de raison que je m'arrête. J'aurais pu m'arrêter à 50, à 100, à 150 et cetera. Et donc du coup, le fait, de faire beaucoup, beaucoup de volume comme ça, à un moment, ben, j'ai trouvé quelque chose. Dans la vente, je pense et tu me diras, franchement, n'hésite pas à me contredire si tu n'es pas d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des fois un petit peu 2 écoles. Dans le sens où il y a ceux qui vont se dire: «Beh, écoute, on fait du» ça dépend aussi des industries, hein, mais imaginons, prenons la même industrie. Il y a ceux qui vont faire, par exemple, beaucoup de cold call, qui vont appeler beaucoup, 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 qui vont peut-être mettre une armée alors j'aime beaucoup dire aujourd'hui setters et closers et cetera, mais bon, donc on va dire une armée de commerciaux qui vont appeler, qui vont appeler, qui vont appeler et puis peut-être que le taux de conversion ou de prise de rendez-vous sera peut-être, je sais pas, de 10 par exemple. Donc sur 10 calls, ben, il y a un call qui te dit: «Bah, OK, je suis prêt à vous rencontrer» et cetera. Et puis de l'autre côté, tu as un peu une autre école où les gens vont pas forcément faire beaucoup de volume. Tu as même peut-être 3 écoles. Ils vont pas faire forcément beaucoup de volume, mais par contre, ils vont vraiment cibler Ouais, en soigner. en amont, tu vois, le persona, la personne que je cible, je vérifie qu'il y a un petit peu un besoin et je vais la contacter. Et puis effectivement, j'y pense en fait en parlant, il y a un peu une troisième école, c'est ceux qui savent repérer ces signaux un peu, d'achat, si je puis dire, un peu ce qu'on appelle un peu l'event based marketing, mais qui en plus vont l'automatiser et cetera pour ça. Toi, tu penses déjà toi, tu es de quelle école? Et est-ce que tu es d'accord avec les 3 écoles-là qui existent? En fait, j'ai pas toujours été dans les mêmes écoles. Le début de Sécube, je pense que c'était la première école. Pour moi, c'était la masse et mes sales, en fait, il fallait qu'ils contactent le maximum de gens et donc j'ai une culture très cold call, très outreach, hem, voilà, avec des tu vois, des concours de call, celui qui a le plus de rendez-vous et cetera. Donc ça, c'est en tout cas, C-Cube, on l'a construit beaucoup comme ça. Déjà parce qu'on faisait pas beaucoup de marketing et donc quand tu fais pas de marketing, à l'inverse, à l'époque, nos concurrents, c'était Welcome to Jungle et Japteaser. Welcome, bon, ils font beaucoup de contenu, donc eux, ils ont vraiment du lead entrant. Nous, c'était pas le cas. Donc en fait, il fallait aller chercher les deals. Donc du call, de l'email. Alors à l'époque, c'était l'époque de l'Eldorado, c'est que tu faisais des séquences d'emails, où tu avais un taux de complétion parce que personne faisait, à l'époque, moi, ça s'appelait on l'appelait comme ça. J'avais pris cette technique-là des US, ça s'appelait 7 by 7. Alors ça c'était même pas genre, aujourd'hui, tu vois, les gens, ils font, j'envoie un message, ensuite 4 jours plus tard, j'en envoie un deuxième, Mmh. troisième. À l'époque, 7 by 7, quand je l'ai mis en place, bon après, les boîtes françaises m'ont calmé, mais c'était, un CMO, californien qui m'a dit: «Vas-y, prends cette technique et cetera» et qui nous avait aidés à l'implémenter et en gros, c'était tous les jours, tu avais un message. Mais vraiment tous les jours, comme dans l'infoprenariat, tu vois, un peu. Mmh. Sauf que bon, en B2B, on nous a dit de calmer les camps. En fait, on a fait mais à cette époque-là, en fait, enfin, je sais pas, on décrochait 15 rendez-vous rien qu'avec une Ah séquence de mails ouais. par semaine, tu vois? Ça faisait vraiment ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'était vraiment le tout début. Bon après, c'est un peu, évidemment, plus les gens ont commencé à spammer les gens, plus ça a bon marché, donc le cold call a pris beaucoup plus de place. Donc ça, c'était, avant. Aujourd'hui, je dirais l'inverse. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le chirurgical. Donc aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est peut-être d'être beaucoup plus resserré sur qui tu vas contacter, mais d'aller contacter vraiment ton client idéal et soigner tes approches. C'est-à-dire d'être vraiment sur alors il y a des gens qui vont dire oui, pertinence ou personnalisation, mais d'être hyper pertinent. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment, bah, ce que tu dis, les signaux d'affaires, ce qu'on appelle l'intent data, Mmh. de se dire, voilà, qu'est-ce qui peut me permettre de me dire que cette personne-là, est prête à acheter et cetera. Donc aujourd'hui, je serais beaucoup plus là-dedans. Il y a trop de bruit aujourd'hui, trop de produits. Pour un prospect, pour un seul problème il a 10 solutions. Donc si les 10 lui envoient les mêmes types de messages, ça va pas marcher. Mmh. Si les 10 font les mêmes manières de faire du cold call, surtout qu'aujourd'hui le cold call, de ce que je peux voir traîner, les gens ont pas forcément un super niveau, en tout cas des super approches. Je serais plutôt en me disant: «Je fais peu de personnes, mais par contre je suis hyper quali sur les approches, comme ça je sors vraiment du lot» et bah, du coup voilà, tu as des RH parfois qui te disent, «Ouais là j'ai répondu parce que là c'est intéressant en fait, on m'a jamais prospecté comme ça», tu vois? Je serais beaucoup plus, là-dessus. OK. Ouais, non, super intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent une variable que les gens oublient, c'est que je pense qu'il faut le bon produit, heu, pour la bonne personne, avec le bon message, Ouais, mais au bon moment. c'est ça. Et ça, c'est ce que tu appelles les intent data justement. En fait, effectivement, c'est super important. Moi, je me souviens que qu'en Growth, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on ciblait il y a un site qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle J'aime les startups. Et en gros, ça te donnait un peu comme Crunchbase, ça te donnait un peu les levées de fonds qu'il y avait eu. Mmh. Et nous, dès qu'il y avait une levée de fonds dans une boîte, en tout cas dès que c'était annoncé,
ça me donnait déjà, un, les gens ont du cash pour payer, parce qu'ils ont une levée de fonds. Deux, potentiellement, en fait, il y a des investisseurs qui sont rentrés, donc ils ont beaucoup de choses à Mmh. prouver. Et trois, en fait, ils sont prêts justement à tester des nouvelles choses, Mmh. à faire des choses, etc. Donc nous, on allait les contacter. Et je me souviens que le taux de closing était ultra élevé. Parce qu'en fait, on allait voir ces personnes en disant, ah, déjà, félicitations pour ce que vous avez fait, etc. et tout. Nous, justement, pour vous aider à aller chercher plus de croissance, on connaît vos concurrents, tu nommes deux, trois concurrents, mais nous, c'est avec vous qu'on a envie de travailler, etc. Et en fait, ça closait vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que ce dont tu parles, vraiment repérer tous ces signaux-là, parce qu'effectivement, en fait, on est tellement submergé aujourd'hui et Ah bah oui. Mmh. par beaucoup de canaux, qu'en fait, tu n'as pas, du moins, tu peux toujours réussir avec, je pense, la méthode un peu du volume et d'y aller de façon très très Ah mais le besogneux. problème du volume, c'est que on est en France, donc tu crames très rapidement, ça dépend de ton industrie, mais tu crames rapidement en fait ton marché en fait. Ouais. Il suffit alors tu vois, genre tu es pas aux US. Aux US, à la limite, tu envoies 20 000 messages, tu l'as envoyé à 20 000 personnes sur une population, vas-y, où il y a 350 millions de personnes. Mmh. Tu regardes au ratio de nombre de boîtes qu'il y a, bon OK, c'est pas très grave, Ouais. voilà. Le temps que tu trouves tes bons messages, ta bonne approche. Par contre, tu es en France, Mmh. je sais pas, ton produit, il est pour les ETI ou les grands groupes, tu as pas des masses de chance, hein. Ouais. Donc du coup, si tu te crames, tu te crames. Mmh. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils envoient plein de mails. Ensuite, bah, OK, tu fais quoi? Et C'est tu vrai. restes bloqué. Donc en tout cas, je pense qu'il faut aussi quand même prendre en compte le marché. Si tu as un marché illimité, OK, tu peux te dire: «J'envoie 10 000 mails et j'ai 10 de réponse». Par contre, si ta target, c'est 1000 boîtes, Mmh. je ferais pas ça, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, t'as totalement raison. Et d'après toi, parce que tu vois, on parle de vente, ce serait quoi les différences que tu vois notoires entre, déjà, est-ce que c'est la même chose entre la vente B2B et la vente B2C? On les oppose vraiment, mais finalement, pour moi, je trouve que c'est pas si différent que ça. Non, les techniques sont les mêmes, c'est juste, en fait, on va dire que les process sont différents. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la mesure où tu vas parler à une personne et que tu vas parler à une organisation, heu, le cycle de vente ne va pas être tout à fait le même. Mais par contre, en tout cas, les choses que tu vas utiliser, pour moi, c'est exactement la même chose. Hem, Déjà, alors ça dépend B2C, parce que si tu fais du B2C juste, online, bon, effectivement, là, c'est plus, du ressort du marketing. Mais si tu fais du B2C en parlant à une personne, bah, c'est le même levier, hein, je pose des questions, je personnalise mon pitch en fonction de tes enjeux, j'essaie de, détecter, de te donner des use cases, j'essaie de te projeter, j'essaie de détecter les objections, je conclus, pour essayer de savoir, à quel moment tu vas prendre une décision. Je vais essayer d'accélérer le processus de décision. C'est exactement la même chose pour moi. OK. Puis, tu vas jouer aussi également beaucoup sur, alors parce qu'en B2B, on aime bien dire: «Oui, en fait», on aurait tendance à dire en B2B, on fait de la vente beaucoup plus rationnelle, tu vois? On va plus jouer sur les leviers rationnels et B2C beaucoup plus sur le levier émotionnel. C'est exactement la même chose, en fait. Mmh. En B2B, tu as des personnes, moi, il y a un framework que j'aime beaucoup, bon, qui est beaucoup connu aux États-Unis, qui s'appelle SPICED. En gros, épicé, mais le S, c'est pour, en gros, je découvre la situation de mon prospect. Le P, c'est le pain, je découvre les problèmes. La partie, I, c'est l'impact. C'est quoi l'impact? Quel est le résultat? La partie, CE, c'est le critical event, à quel moment tu dois avoir ces résultats, et le D, c'est la décision. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que l'impact, en fait, hem, c'est pas forcément qu'un impact rationnel. Par exemple, si, je vends ma solution de recrutement, c'est pas juste: «J'ai besoin de recruter des nouveaux devs». OK, pourquoi tu me parles? C'est quoi tes moteurs émotionnels? Toi, je sais pas, CTO, on va prendre un exemple, ouais, CTO de, allez, je prends Total, bref, tu es CTO de Total, tu veux prendre des nouveaux devs. Je vais essayer de capter, en fait, OK, ton besoin rationnel, c'est quoi? C'est que tu as besoin de nouveaux devs pour développer un nouveau projet. Mais peut-être que toi, en fait, tu as envie de montrer à ta direction que tu es quelqu'un qui sait monter, qui sait trouver les bonnes solutions au bon moment. Peut-être que tu as envie d'avoir une promotion. Peut-être que tu as envie, de, réussir ce projet-là, parce que ça te permet de faire ça. En fait, tu as des moteurs même si tu travailles dans une boîte, et la personne qui est un bon vendeur en B2B, il fait la même chose qu'en B2C. C'est que s'il est bon, c'est qu'il va essayer de détecter l'impact rationnel, of course, le besoin, mais aussi l'impact émotionnel. Et quand par contre tu fais des rendez-vous avec plusieurs personnes, tu as le DRH, tu as, le responsable marque employeur, tu as les recruteurs, et cetera. Il faut capter en fait
c'est quoi les besoins émotionnels, en fait, de chacun, quoi. Mmh. La DRH, c'est peut-être de dire: «Attends, j'en ai marre, en fait, que mes chargés de recrutement me saoulent en me disant, qu'ils ont pas assez d'outils et cetera, donc je veux p qu'elles arrêtent de se plaindre et je veux qu'elles réussissent l'objectif parce que moi, derrière, j'ai mon directeur général qui trouve qu'en fait, on n'est pas bon en recrutement». Il y a les chargés de recrutement qui disent: «Ben, voilà, moi, j'ai envie de partir plus tôt du taf et pas appeler des candidats à 18:00, et cetera, donc si je trouve une solution parce que je veux être avec ma fille». Tu vois, c'est la même chose qu'en B2C où tu vas essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui est important pour la personne. Mmh. Je sais pas si tu captes? Non, je capte bien sûr que je capte. Mais ma question, c'est comment tu arrives toi à capter ça en rendez-vous? Quand tu arrives, est-ce que Bah, c'est franchement, ouais. c'est pas facile, mais en fait, c'est ce que je te disais au tout début. C'est la partie écoute active. C'est-à-dire que si tu te contentes juste de poser des questions très basiques: «OK, bah, aujourd'hui, vous recrutez des développeurs et cetera, OK, quel type de profil?» et cetera, tu l'auras jamais. Mmh. Bon, tu vas avoir des choses très rationnelles. «Je recrute des développeurs, il me faut des profils qui sont bons sur ce langage-là» et puis c'est tout. Par contre, quand tu vas creuser un peu plus la question sur les objectifs, OK, très bien, ces développeurs-là, vous devez les recruter quand? Qu'est-ce qui se passe si vous les recrutez pas à ce moment-là? OK, aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui est difficile effectivement dans le recrutement? Ah, vous avez utilisé tel outil, c'est quoi que vous avez aimé, plus aimé? Et là, en fait, la personne, en fait, elle se confie. Elle va donner beaucoup plus d'éléments. Ouais, bah, en fait, cet outil-là, enfin, j'ai vraiment pas aimé parce que ça nous a fait perdre du temps et cetera. J'ai passé, plusieurs heures et cetera à faire ça. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec les chargés de recrutement parce qu'elles m'en ont voulu parce que c'était pas le bon outil et là, tu captes. OK. Bon, en fait, là, la DRH, elle a un enjeu émotionnel d'embarquer son équipe, tes chargés de Mmh. recrutement. Donc c'est vraiment comme je te disais, si tu te contentes uniquement des réponses basiques, en fait, que d'une personne, tu arriveras pas à le détecter. Donc c'est vraiment en creusant, en posant des questions et surtout en posant des questions que les gens normaux, quand je dis normaux, se disent en fait, ça se pose pas ces questions-là. Mmh. Plusieurs fois, moi, quand j'aide des gens, sur la partie sales, ils me disent: «J'ai pas osé poser cette question», mais c'est justement la question qu'il faut poser pour pouvoir avoir ce besoin, tu vois? OK, super. Mais du coup, ça me permet de sauter sur une autre question parce que tu me prends un peu de cours sur ça. Non, mais j'ai bien compris, je te prends de cours. Mais quand parce qu'aujourd'hui alors on parlera aussi des produits que tu as créés, des accompagnements et cetera. Mais aujourd'hui, donc tu vas coacher potentiellement des équipes commerciales. Mmh. C'est quoi quand Laetitia Sales Advisor arrive, c'est quoi la un peu ta roadmap? Quand tu arrives, quand tu vas coacher ces équipes-là, c'est quoi les trois quatre actions que tu mets en place au début et puis après quand tu déroules ta roadmap et cetera, comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, en fait, j'accompagne beaucoup plus sur la partie closing. C'est là où je me D'accord. suis alors, j'ai fait aussi également la partie prospection. Moi, je vais te donner les 2. Sur la partie prospection, généralement, mon mode opératoire, c'est de me dire: «Bon, déjà, effectivement, je vais regarder ce qui se passe, ce qui se fait, pourquoi il y a pas beaucoup de rendez-vous et cetera». Alors déjà, je vais diagnostiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Ouais, j'ai pas beaucoup de rendez-vous, je génère pas beaucoup de leads». Il y a plusieurs raisons à ça et une raison sur lesquelles je peux pas grand-chose, c'est le produit. Ah, on est d'accord, ça on est d'accord. Ça, voilà. Ça, c'est un truc sur lequel je peux pas grand-chose. S'il y a pas de véritable pain, bah, en fait, OK, finalement, tu as le nombre de rendez-vous que tu peux aller chercher. Deuxième chose sur lesquelles je peux un peu plus agir, mais pas toute seule, c'est avec le marketing, c'est toute la partie messaging. Est-ce que, en fait, la proposition de valeur telle qu'elle a été formulée, elle parle à la cible? Est-ce que, c'est un peu le travail de, jobs to be done. Qu'est-ce que doit faire, en fait, heu, ta cible? Donc ça, c'est un travail, en fait, qui est fait beaucoup par le produit, donc mais très peu, en fait, par le marketing. Il y a quelqu'un qui m'a pas mal initié là-dessus, qui s'appelle José Lito et je trouve ça intéressant. C'est: «OK, c'est quoi le job que doit faire ma cible?» Et donc du coup, c'est comme ça que je vais construire les bons messages, que ce soit sur ma landing page, que ce soit dans mes messages, d'email, que ce soit en call et cetera. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose, mais ça, tu le fais avec le marketing, qui va faire de la user research en disant: «OK, aujourd'hui, pour pas leur parler à un niveau, bah, typiquement, l'exemple que je te donnais, aujourd'hui, il y a la guerre des talents, est-ce qu'on peut se parler?» Mmh. Non, en fait, qu'est-ce que doit faire le DRH aujourd'hui Ouais. en 2024 parce que c'est pas la même chose qu'en 2022 et cetera. Donc ça, c'est la première chose et troisième chose, c'est vraiment les techniques de vente. C'est quoi les canaux? Est-ce qu'ils ont un seul canal? Est-ce qu'il faut en développer plusieurs? Est-ce qu'il y a des problèmes dans les messages? Est-ce qu'il y a des problèmes dans les scripts? Il y a beaucoup de débats, script, pas script, quand on fait du call call et cetera. Donc voilà, donc je vais apporter mes méthodes. Moi, un truc que j'aime bien faire pour pas tout bouleverser, quand j'agis sur cette partie-là, généralement, ce que je fais, c'est que je prends le meilleur des sales. Donc je demande à la direction: «Donne-moi le meilleur des sales». Alors quand le meilleur des sales, c'est pas forcément encore résultat, mais le plus coachable, celui qui a vraiment envie,
Celui qui est vraiment, tu sais, tu as toujours quelqu'un dans une équipe Ouais, qui a les étoiles dans les yeux, bien qui dit: sûr. «Vas-y, si on m'apprend de nouveaux trucs, c'est cool, je vais y aller». Donc je veux ce profil-là. Je travaille principalement d'abord sur ce profil-là, avec un process où, bah, si je fais du call call, par exemple, je vais dire: «Bah, écoute, on va revoir tous les scripts, on va revoir toute la cible, on va revoir les tools, la stack, les outils à mettre en place pour que tu sois plus performant et on va travailler ensemble sur, bah, des sections de call call» et l'objectif, c'est qu'on ait des objectifs clairs de se dire: «Bah, tant de call, c'est tant de rendez-vous» parce qu'on a commencé à avoir un process clair et on peut commencer à monitorer. Je fais ça généralement sur 15 jours. Et en fonction, si ça marche, soit j'itère ou soit ça marche, directement et c'est cool. Et quand c'est nickel, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je travaille sur un playbook spécifique, donc en disant: «Bah, voilà ce qu'il faut faire». Réunion avec toute l'équipe, sales, avec le directeur commercial et cetera. Et là, du coup, c'est pas moi qui va t'expliquer, parce que c'est ça le problème. Il y a le problème, en fait, d'une équipe commerciale, c'est l'adoption. Si tu commences à dire à prendre ton téléphone, bonne chance. Les gens vont pas prendre leur téléphone. Par contre, si c'est le sales qui a bossé avec toi pendant 2 semaines, qui a décroché des rendez-vous avec des targets avec qui il n'arrivait pas à prendre des rendez-vous, qu'il a enfin un process qui est super clair, qu'il est super enjoué et que c'est lui qui dise: «Voilà, je vous présente le playbook. Voilà comment j'ai fait. Voilà les résultats que ça a donné», bah, t'embarques les gens. Ça, c'est un peu ce que je fais, en fait, sur la partie prospection. L'erreur qui peut être faite, c'est de vouloir faire changer tout le monde. Ils sont pas tous au même niveau. Il y a des gens qui sont saoulés, il y a des gens qui ont pas envie et donc du coup, en fait, c'est comme si tu allais tu de faire bouger un paquebot, c'est énorme. Alors que en faisant bouger une personne qui a vraiment envie, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Ils sont visibles, personne ne peut te dire: «Non, ça marche pas, j'ai pas envie de prendre mon téléphone» ou «J'ai pas envie de contacter un volume trop important de personnes» et cetera et cetera. Et donc du coup, c'est finalement, tu as un ambassadeur à l'intérieur, tu as un peu un champion qui va dire: «Bon, bah, écoutez, en fait, c'est ça qui marche, donc faites-le». Donc ça, moi, je trouve ça intéressant et sur la partie, plutôt closing, conversion, là, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des calls. Donc évidemment, après, il me faut toutes les informations au début, mais j'écoute les calls et je vais prendre plusieurs éléments. Déjà, je vais découper sur le début de ton rendez-vous. Comment tu ouvres un rendez-vous? Alors, c'est pas très français parce qu'en fait, je pense que notre culture ou même la langue, peut-être, s'y prête moins, mais on n'est pas bon en small talk. OK. Les gens, ils commencent un rendez-vous: C'est quoi «Bonjour». small talk pour l'audience? Ah, c'est de la conversation, un peu basique, voilà, pour demander Superficiel. ouais, un peu superficielle et Ouais. cetera. Mais qui met en condition pour se dire et cetera. Le cliché, c'est, «Bonjour, du coup, on a pris un rendez-vous, est-ce que vous avez 30 minutes? OK, 30 minutes, très bien. Bon, bah, du coup, je vais vous présenter ça, 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 ça». Oh, enfin, ma première question, c'est: «C'est quoi vos objectifs pour 2024?» C'est trop, enfin, tu pas envie de rentrer dans un Ouais, rendez-vous comme ouais, ça. bien sûr. Donc du coup, l'idée pour moi, c'est déjà cette partie-là, donc aider, en fait, les gens à trouver, en fait, avec leur business, des moyens de commencer leur rendez-vous déjà, en fait, en moyen enfin, plus tranquillement. Ensuite, il y a la partie intro. Ça, les gens, pareil, sont pas super bons sur les intros. Une intro, pour moi, c'est déjà, en fait, tu pas juste un numéro. Tu es sales d'une boîte ou bien même si tu es fondateur de ta boîte, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as créé ce produit? C'est quoi la raison d'être? En fait, les gens ont besoin de voir, en fait, c'est quoi le sens? Pourquoi tu es en train de me parler? Pourquoi tu t'es investi là-dedans? Donc les gens, ils commencent en disant, «Bah, parlez-moi de vous». Non, bah, déjà, mets un peu plus en contexte, quoi. «OK, moi, je suis Laetitia Fall, j'accompagne les boîtes dans le sales. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de» voilà, je donne un petit peu de moi et cetera. Et ensuite, évidemment, bah, je vais pitcher rapidement ma proposition de valeur, très rapidement, hein, pas donner et cetera. Et ensuite, donner les objectifs du rendez-vous. Parce que moi, ce que j'estime, c'est que je sais pas comment le rendez-vous a été pris. Si tu l'as pris au téléphone, peut-être que la personne elle était en mode genre: «Bon allez, vas-y, OK». Faut que tu la hypes dès le départ quand même en disant: «Bah, voilà, en tout cas, voilà ce que moi j'ai pensé pour ce rendez-vous-là. J'ai pensé qu'on serait pas mal si on faisait ça, 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 ça. Est-ce que vous êtes OK?» Et j'aime bien poser aussi une question un peu magique, dire: «Qu'est-ce que vous attendiez vous de ce rendez-vous?» Parfois c'est rien, parfois c'était, juste savoir à quoi vous servez, et cetera. Donc ça, c'est je vais travailler sur l'intro. Donc tu avais je t'ai donné plein d'éléments sur l'intro, sur comment tu peux bosser. Ensuite, il y a toute la partie phase découverte. Alors ça, c'est le plus gros chantier. C'est ta capacité à poser des bonnes questions, questions ouvertes, questions fermées, à rebondir et cetera. Donc ça, c'est important. Ensuite, tu as toute la partie, pitch. Comment tu fais un pitch qui est vraiment, hem, un pitch qui est vraiment adapté? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, c'est que les sales, malheureusement, mais c'est pas forcément leur faute, on aime bien taper sur les sales, sur les commerciaux ou même sur les fondateurs de boîtes. Ils sont devenus un peu des présentateurs. Donc du coup, ils sont là à pitcher leurs trucs et cetera. Mais comment tu fais le lien entre les réponses que tu as eues de ta phase découverte et ce que tu proposes?
comment tu mets en avant les bénéfices, comment tu illustres ton pitch avec des bons use cases. Parfois, les gens vont dire: «Ouais, j'ai travaillé avec Danone et j'ai fait ça». OK, donne plus de corps, en fait, construis plus. Et puis enfin aussi également toute la partie conclusion. Les gens savent pas conclure et du coup, ils se font ghoster et après ils passent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à rappeler les gens, alors que si tu construis bien la fin, a priori, tu peux avoir de bonnes next steps avec les gens. OK. Non, vraiment super, petite masterclass là. Petite masterclass. Écoute, tu vois, nous Non, non, très, très cool. Est-ce que tu connais tu un m'arrêtes, hein, si je parle de ah mais non, non, ouais, franchement, on est très friands de tout ça. En plus, c'est très carré, donc non, non, c'est super cool et est-ce que tu connais Chris Voss qui a écrit un livre, Ne coupez jamais la poire en 2? ouais, j'ai pas lu le bouquin, Ouais. mais ouais. OK, ben, je te donne juste le concept et tu me dis ta réflexion dessus. En gros, donc lui, c'est un ancien du FBI et en fait, il faisait beaucoup des négociations, ben, les gens, par exemple, qui braquent des banques et cetera et tout et lui, son concept de dire qu'en fait, il y a pas de compromis. Il explique qu'en fait, si, par exemple, quand il délivrait les otages, il disait: «Bah, écoutez, il y a 10 otages, donnez-nous-en 5 et puis les 5 autres, bah, vous les gardez», il disait que ça marchait pas et il disait qu'en fait, donc du coup, il applique un peu ces principes-là en négociation, en vente et cetera et il explique, en fait, qu'il n'existe pas de compromis. C'est-à-dire que quand tu fais une négociation ou quand tu vends un produit ou et cetera, il dit qu'en fait, tu dois avoir toi, en toi, jusqu'où imaginons là où tu es prêt à aller. Par exemple, je sais pas, imaginons que ton produit il coûte, je sais pas, il coûte 100 € pour rester juste sur un calcul simple et que tu sais que ta marge, elle est par exemple, je sais pas, de 20 €. Bon, ben tu vas pas descendre en dessous de 80 € par exemple. Donc il dit en fait, tu as un prix, c'est ce prix-là et tu dois tout faire pour vendre à minima ce prix-là et puis après, du coup, il déroule le livre sur, un peu ce qui ressemble un peu à de la psychologie, mais tu vois, la Mmh. réciprocité, le rejet-retrait et lui, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre et par contre, c'est un truc que je vois qui fonctionne vraiment, c'est que tu poses mais ça revient à ce que tu dis déjà, ça revient à poser des questions ouvertes. C'est toujours dire comment ou pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, la personne te dit: «Ah, j'ai pas le budget», ben OK, comment on peut faire? Mais pourquoi vous n'avez pas le budget? Qu'est-ce qui se passe? Et ne pas dire: «Ah bah OK, c'est fini», tu vois? En fait, d'avoir à chaque fois ce comment et pourquoi là, peu importe où tu vas, même à la bou l'autre fois j'étais c'est marrant mais ça n'a rien à voir, mais j'étais à Leroy Merlin, je vais acheter des trucs, pour chez moi, je viens avec la trottinette et le vigile il me dit: «Non, non, non monsieur, on ne peut pas rentrer avec la trottinette» et cetera et cetera. Je lui dis: «Bah comment on peut faire?» Et il s'arrête et en fait, c'est lui qui doit réfléchir maintenant, trouver une solution et il me dit: «Bon, tenez un jeton, mettez la trottinette sur le caddie, vous allez pouvoir rentrer». Je dis: «OK, ouais, super, pas de souci, merci». Alors qu'en fait, si je m'étais braqué, bon, bah, au final, ça aurait pas marché. Toi, tu penses quoi de ça? Je trouve que c'est très juste. En fait, d je trouve que c'est très juste parce qu'on a tendance à penser que quand on est sales ou quand on vend son produit, on va devoir être un peu, on va dire, ouais, il faut qu'on soit un peu dans une posture un peu enfin un peu, en dessous, tu vois? Genre voilà, la personne déjà c'est cool, elle nous écoute et cetera. Alors qu'en fait, pour moi, ton objectif c'est de challenger la personne en face. C'est de dire: «Voilà aujourd'hui comment tu fais, voilà tes résultats. Toi aujourd'hui, c'est ta situation. Si c'est tes objectifs, voilà tes obstacles et moi, voilà le produit que je te propose pour pouvoir aller changer ta vie. Donc et évidemment, il y en a d'autres, des produits qui pourraient faire la même chose, mais voilà pourquoi je suis le meilleur et cetera. Donc pour moi, il faut avoir cette posture-là déjà, de challenger et pour être challenger, par exemple, typiquement, s'il y a des gens qui vont dire: «Bah, ouais, mais votre produit, il est plus cher que, les autres et cetera». En fait, oui, tu as raison, en fait, de poser la question, en fait: «Comment? Pourquoi? OK, bah, moi, le truc classique, nous on a prévu cette fourchette-là. OK, comment vous l'avez décidé cette fourchette? Mmh. C'est bien beau, hein, tu as réfléchi dans ton coin, mais il faut en fait avoir ce mindset, hein, Ouais. de dire en fait: «C'est beau, c'est bien, tu as réfléchi à une fourchette». Mais tu vois, est-ce que tu es éduqué sur le prix? Est-ce que tu te rends compte en fait de ce que tu es en train de demander pour un prix minime et cetera? Donc ça, oui, effectivement, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette posture-là. Après, tu vois, sur le côté, ne jamais faire de compromis sur la partie prix, je dirais ça dépend. Ça dépend en fait de ton panier, ça dépend de moi, il m'est déjà arrivé de faire des compromis, sur des grands groupes où je me disais: «Non mais attends, si je bosse avec LVMH, derrière j'ai Chanel, derrière j'ai tout ça». Donc oui, s'ils me disent: «Est-ce que vous pouvez nous faire un geste?» Of course il y aura un geste. Après, par contre, il faut pas que ce soit une règle et je suis d'accord, en fait, il faut partir du principe que non, en fait, ton prix c'est celui-ci, il y a pas de compromis à faire et toujours poser des questions et cetera. Après par contre, tu vois, tu as raison sur les questions ouvertes, mais il faut aussi à des moments poser des questions fermées. Mmh. C'est extrêmement important parce qu'il y a des moments où en fait, il faut que tu aies une réponse claire, nette et précise sur certains sujets. Donc en fait, parfois on dit souvent, bah, poser des questions ouvertes et cetera. Oui, mais il y a des moments, surtout à la fin du rendez-vous, où là, il faut commencer à fermer le truc pour se dire:
OK, je te donne un exemple. Hem, Vous avez dit que vous allez en reparler avec votre direction et cetera. Heu, Moi, je pense que pour qu'on puisse réussir à avoir tel résultat à tel moment, hem, ce serait pas mal qu'on discute, qu'on se pose un rendez-vous à ce moment-là. Ah OK, la personne va dire: «OK». OK, mais ça vous semble possible ça de pouvoir, d'abord en parler à votre direction? Parce que moi j'ai pas envie qu'on se retrouve avec juste un créneau et que tu me regardes en disant: «Tu as pas eu le temps de parler à la direction». Donc il faut que je valide en fait. Tu vois, Mmh. c'est des petits trucs comme ça, donc il y a Mmh. des informations parfois. C'est quoi les critères qui sont importants? OK, du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si votre direction, je suis capable de vous apporter ça et cetera, vous pensez en fait qu'on pourra être, dans la shortlist? Oui ou non? Là, je veux savoir un oui ou non, tu vois? Voilà. OK. Non, ouais, super, super intéressant et puis c'est vrai que je voulais que tu arrives, sur un point, c'est qu'effectivement, des fois, dans la vente, sur des deals, mais en fait, tu vas pas chercher c'est pas l'argent que tu vas chercher. Tu vas chercher, comme tu disais, puisque je pense, hein, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, que le business, en fait, c'est un jeu de long terme. Tu t'en rends compte et toi, tu me parlais, en off de cycles. Tu vois, c'est des cycles qui peuvent être très longs, qui peuvent Mmh. atteindre la décennie pour faire des grandes choses et effectivement, tu as souvent, est-ce que tu es capable, mais je mets vraiment des guillemets sur ça, mais est-ce que tu es capable d'annihiler une satisfaction immédiate pour une satisfaction future? Parce qu'effectivement, toi, comme tu dis, tu signes un grand compte. Si ça se passe bien avec lui, potentiellement, il te recommande, donc ça veut dire que tu as plus à démarcher tous ces autres comptes que tu n'arrivais pas à avoir et au final, peut-être que lui, je sais pas, imaginons tu as vendu peut-être à ton seuil de rentabilité, tu es même peut-être déficitaire, pardon, mais tu sais que à horizon de 12 mois, bah, en fait, tu vas récupérer ton argent à gauche, à droite. Donc tu vois, effectivement, sur le compromis, je suis d'accord aussi. Mais ça dépend pour moi du stade de la boîte, de ta Je suis d'accord. notoriété, En et fait, cetera. pour moi, je pense qu'au début, tu vois, c'est plus difficile. Par exemple, au début, il te faut des logos, tu vois? Mmh. Il te faut des De la preuves, preuve il sociale. faut de la preuve sociale, tu Mmh. vois? Donc du coup, tu vas te dire: «OK, bon, je vais un peu tordre mon offre parce qu'en fait, là, voilà». Mais après, il faut savoir aussi également être ferme. Je suis d'accord avec toi et voilà. OK. Pas que ça devienne une règle et de dire, en fait, tous tes clients, c'est une exception parce qu'autrement, là, tu as un business qui marche pas vraiment bien. OK. Tu sais, on va passer sur un autre sujet parce que tu vois, quand je t'écoute, je me dis: «Mais Laetitia, c'est une femme, pardon, très réfléchie, tu sais où tu vas». Je pense aussi que tu sais embarquer les gens avec toi qui sont pour moi en tout cas des compétences, tu vois? Un peu, toi, tu parlais au tout début que tu étais un peu activiste, c'est un peu de dire: «Ben, regardez, il y a une vision, voici là où on veut aller, qui est chaud pour venir avec moi, en fait?» En Mmh. fait, tu embarques les gens et maintenant, soloprenariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs choses. Bah, déjà, en fait, l'expérience, c'est pour ça que j'ai commencé par le dire, en fait, ça peut paraître bizarre de dire c'est cube, c'est temps, mais c'était dur. Dur pour plusieurs choses. Dur parce qu'il y a l'association, c'est pas évident d'être avec, 4 personnes. Comme je dis j'aime le dire, l'association, c'est un mariage. Même quand tu veux partir, il y a des moments où tu peux pas partir. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, le management. OK. Hem, je pense que alors sur le management, ça va être assez rapide, c'est que je pense qu'au départ, comme tout le monde, j'ai pas été une bonne manager. J'ai appris à devenir une bonne manager. À la fin de Cube, je pense que j'ai été une très bonne manager. Combien de À personnes tel tu peux rappeler? Bah, déjà, toute l'équipe, on avait été à peu près 60 OK, personnes et mon équipe, on manageait plus ou moins 20 personnes, tu vois? d'accord. Donc tu disais à la fin, tu étais une bonne manageuse. À la fin, j'étais une bonne manageuse. À la fin de la fin, je pense que c'est le moment où j'ai dit: «Ah ouais, ça y est, c'est fluide. Je capte, j'arrive à gérer les conflits sans problème, problématique d'un salarié qui va pas, parce que sa rémunération va pas, j'arrive à le traiter très rapidement, telle personne, la mettre en avant, j'y arrive. Mes instances, mes réunions sont fluides, enfin, tu vois, mon chiffre, j'ai pas besoin de travailler, mettre tout le monde en burn-out pour que ça marche, les chiffres sont là. À ce moment-là où tu te dis: «Ah OK, c'est bon, j'ai compris, c'est quoi le management». Par contre, ça veut pas dire que j'aimais ça. Mmh. C'est-à-dire que tu peux comprendre, comment ça marche, comprendre les erreurs que tu as fait, avoir l'humilité pour dire: «En fait, non, là, on fonctionne pas comme ça marche pas». Mais par contre, me dire: «En fait, c'est pas le truc qui». Certains managers, le matin, ils sont contents, tu vois? Et les gens, ils disent que le management, c'est aimer faire grandir des gens. C'est pas que j'aime pas faire grandir les gens, mais j'aime bien me faire grandir moi-même d'abord. Donc du coup, Ouais. en fait, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais en vrai, je me suis aperçue, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie de grandir moi, en fait». Hem, paraître manager, c'est parfois savoir se mettre de côté pour mettre son équipe en avant. J'aime être devant, en fait. Mmh. Hem, Tu vois, quand tu es directrice commerciale, en plus, ce qui est très dur, c'est que moi, j'ai commencé, c'est moi qui signais les premiers deals et donc il y a des moments où j'étais même en compétition avec mes sales. Donc il faut que tu Ah! apprennes, en fait, à un moment donné, dire: «Mais non, en fait,
Tu pas là pour ça, tu es là pour les faire grandir et plus ils sont meilleurs, mieux c'est, quoi. Donc c'est tout cet apprentissage-là, c'était trop antinomique avec ma personnalité. OK. Ma personnalité, c'était en fait, j'avais envie d'être devant, j'avais envie de je suis quelqu'un de très compétitif, donc je veux être la première. OK. Voilà, donc c'est pas forcément des traits de caractère qui étaient compatibles et cetera. Par contre, je sais faire, je pourrais le refaire et voilà. Et pour te donner un truc, pour te dire pourquoi ça a marché, parce que les gens vont dire: «Ouais, bon, elle dit qu'elle était une bonne manager». À la fin, j'étais vraiment très fatiguée, genre vraiment, tu vois? Genre Dans le sur quotidien? non, enfin, à la fin, quand je devais quitter, C-Cube, j'étais mais vraiment, dans un état, il fallait que je prenne de longues vacances. Hem et donc du coup, c'était le dernier quarter. Dernier quarter, généralement, plus dans mon domaine, c'était un quarter où il faut aller chercher du chiffre et tu vois, il y a des moments où tu es pas au top du top et je me souviens, mon équipe l'avait senti et ils m'ont demandé, ils m'ont dit: «Écoute Laetitia, pour qu'on puisse tous avoir notre variable et toi y compris, alors, ouais, il faudrait qu'on soit à combien, et cetera». On était à une période où il fallait que je parce que c'est vraiment on se rend pas compte, mais le directeur commercial, c'est vraiment celui qui impulse, D'accord. quoi, tu vois? Et j'étais vraiment fatiguée. Je me suis dit: «Ouais, faut que je mette le coup et cetera». Ils me disent: «T'inquiète, on s'en occupe» et vraiment, pour le coup, évidemment, j'ai fait mon job, mes one to one avec eux et cetera. Mais vraiment, c'est eux qui se sont motivés à aller vraiment chercher la target un peu au-dessus et on a réussi à avoir l'objectif, haut la main parce qu'ils se sont défoncés et Mmh. c'était vraiment un truc où je me suis dit: «En fait, ouais, ils l'ont fait parce qu'en me disant: "Ouais, on a envie que, bah, tu partes sur une victoire"». C'est pas des tu vois? C'est tu dis: «Tu as un peu réussi un truc quand les gens, Mmh. veulent que tu partes comme ça, quoi» et Ouais, donc c'est cool. OK, non, super intéressant et comment tu as, j'ai envie de te poser cette question parce que, tu vois, de ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, ben, ça t'a permis aussi de plus te connaître en tout cas Ouais. sur cette expérience-là. Mais, sur le management, comment tu as appris à manager? Est-ce que c'est le terrain? Et puis Franchement, c'est le terrain et c'est les le terrain, claques OK. et l'écoute. Moi, j'ai eu un moment, pour le dire clairement, hein, il y a eu au départ, tu te dis manager, ça va être, déjà, tu as des erreurs, tu te dis: «Moi, il me faut des gens comme moi. Il faut que les gens soient comme moi». Alors ça, c'est le pire, parce que les gens peuvent pas être comme toi. Il y a des personnalités qui sont différentes, mais qui peuvent être aussi, Performant. performantes et Mmh. cetera et ça, le temps de le comprendre, il te faut quelques claques. Ensuite, bah, il y a ce truc-là, est-ce que je dois être autoritaire? En plus, bah, je suis une femme. Et donc du coup, il y a un moment où tu as quand même tu manages des hommes, donc ils t'aiment moins, il faut tu le sens bien, hein, même si, heu, Ça, tu le sens, tu l'as vraiment en senti? fait, tu sens que bah, moi j'avais mes 3 associés, c'est des hommes. D'accord. Donc tu sens en fait que ton équipe quand, il y a, le CEO qui vient, et cetera, tu vois les mecs ils sont un peu plus, voilà et quand c'est toi, ils peuvent se permettre D'accord. des, Des choses ouais, qui se permettraient pas, qui se quoi. permettraient pas, tu Mmh. vois? Une prise de confiance et Ouais. cetera. Donc du coup et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que souvent les femmes managers, elles sont un peu plus dures, tu vois? Elles sont on va dire qu'elles sont ouais, elles singent les hommes. C'est pas singer les hommes, c'est juste qu'à un moment donné, tu as des gens en face, tu aimerais bien te montrer ta vulnérabilité, mais si tu le fais, tu es mort. Ouais, tu obligé un peu, ouais, de mettre un peu une carapace et Tu es obligé parce qu'en mmh. fait, tu as des gens en face si tu avais des gens hyper matures en face qui se disaient: «Bah, en fait, tu peux être vulnérable et en même temps être très performant et être à ta place», bah, Mmh. moi, enfin, justement, tu vois, c'est un aspect que j'ai pas trop aimé dans le management, c'est que tu dois trop parfois te déformer, jouer un Mmh. peu un personnage. Cette vulnérabilité-là, tu peux pas la montrer et enfin, voilà et moi, à un moment donné, enfin, ça peut tenir mais pas ad vitam aeternam. Parfois, tu as envie de dire: «J'en peux plus, je suis fatigué, quoi» et tu Mmh. peux pas le faire, tu peux pas le Ouais. dire. Tu veux dire: «Toujours plus, on va y arriver, c'est génial». Donc déjà, ça, c'est un truc, bah, tu vois, le côté, ouais, il fallait que je sois autoritaire et à un moment donné, je l'ai été et je pense que, tu vois, j'ai perdu des gens. Il y a des gens qui sont partis. Et à un moment donné, j'ai eu un raz-de-marée, tu vois? Et quand tu as ton premier turnover, bah, en fait, tu as 2 solutions. Soit tu dis que les gens sont tous nuls et c'est eux le problème, Ouais. soit tu dis que c'est toi qui as un problème. Du coup, j'ai pris la deuxième option. Je me suis dit: «Non, il y a un truc que je sais pas faire bien». Du coup, encore une fois, ma manière de fonctionner quand je veux progresser, c'est de discuter avec des gens extérieurs que j'identifie comme bons sur le sujet. Et du coup, j'ai changé pas mal de trucs. Déjà, j'ai arrêté de me prendre pour un modèle, en gros, que tout le monde doit être, une Laetitia Bis. Ensuite, j'ai aussi également fait en me disant: «Mais comment je peux avoir une organisation qui fait que les gens, ils restent pas jusqu'à 20h-22h pour réussir leurs résultats?» Comment faire d'avoir plus de process, plus carré, la culture de l'écrit et cetera et donc au fur et à mesure, en fait, je me suis inspirée et puis, bah, voilà, je me suis aussi un peu bougée et tu te rends compte, tu fais des tests, beaucoup one to one, beaucoup, interroger les gens, heu,
comment tu te sens, est-ce que ça va, et cetera. Donc ça veut dire passer moins de temps de parler des chiffres. Ça, on automatise, on a des outils pour pouvoir voir les chiffres et on passe plus de temps avec la personne pour comprendre comment moi je peux t'aider vraiment à performer, quoi. Tu as un objectif challenging, OK, comment je peux me permettre de réussir, quoi. Donc voilà, donc petit à petit, tu apprends plein de trucs et voilà. Mais je pense que tu vois c'est un leurre de penser que tu peux être manager tout de suite super bon, Mmh. tu vas enfin tu il va y avoir de la casse. Il y aura des gens qui vont pas t'aimer, c'est très moi c'était difficile, moi j'aime que les gens m'aiment. OK. Donc en fait quand tu manages, bah, faut savoir qu'il y a des gens qui vont te dire que non, Mmh. et ça c'est super dur. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas le plus simple et puis aussi, quand tu disais aussi que, toi aussi tu as envie de te faire grandir et cetera avant, il y a un livre d'ailleurs ici qui s'appelle, Karma Sutra de By Steve, je sais pas si tu connais Mmh. aussi By Steve? Et il a écrit pas mal de livres et il parle aussi de la stratégie du masque à oxygène qu'un peu tout le monde connaît. C'est-à-dire que si tu veux, justement tu as peut-être quelqu'un qui compte à côté de toi dans l'avion, mais que l'avion malheureusement se crache. En fait, il faut que tu mettes ton masque à oxygène avant de pouvoir Ouais, sauver la pour personne, la tu vois? personne, ouais. Sinon ça devient très compliqué Et donc puis après je pense que ça dépend des personnalités. Mais bon voilà, du coup sur le management, c'est un peu ça. Puis après, il y a aussi l'association, aujourd'hui, l'association, non, je laisserai un peu de temps avant de m'associer. ah, pourquoi selon toi? Ah bah, ou non, peut-être pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quoi maintenant tes critères, en tout cas là où tu vas être vigilante en tout cas, avant de t'associer? Sur quoi tu vas faire attention Déjà, et c'est pas cetera? que le projet. OK. En fait, on a tendance à se dire, le projet, alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, donc tu me parles d'une idée, je vais me dire: «Mais c'est extraordinaire» et j'ai envie d'y aller. Donc déjà, ça, Tu me canalises. déjà ça, me regarde, de canaliser, de me dire: «En fait, attends, 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 OK. non». Hem, mais du coup, au-delà du projet, c'est-à-dire que le projet, c'est bien, puis mais c'est pas suffisant, en fait, qu'on ait tous envie d'emmener un projet et cetera. Il y a plusieurs choses à voir. L'ambition. Hem, En fait, il y a des niveaux d'ambition différents. Il y a des gens, en fait, ils ont une ambition qui est beaucoup plus tournée sur la vie personnelle. Il y a des gens qui ont une ambition qui est beaucoup plus tournée sur la vie business. Hem et en fait, si tu t'associes avec des gens pour qui la famille est au-dessus de tout et que toi, en fait, tu as envie d'être le futur Steve Jobs, il y a un problème. Mmh. Voilà. Moi, à ce moment-là, je sais que, j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie, c'est les choses sont pas linéaires, mais tu vois, j'avais envie de faire un voilà, faire un casse quoi, tu vois? Genre, un gros truc, tu Ouais. vois? Avoir des ambitions et cetera et il y avait une personne dans l'équipe qui était beaucoup plus, bah, 1er enfant, 2e enfant, 3e enfant. Donc en fait, quand tu es dans une posture comme ça, c'est très bien, c'est génial, mais tu vas pas prendre les mêmes risques. Quand il va falloir prendre des décisions, peut-être potentiellement tout perdre, tu veux pas le faire. Mmh. Quand il faut faire des switches à 360 degrés parce qu'en fait, ça va nous permettre de pouvoir arriver là, tu vas temporiser. Donc finalement, tu temporises toute l'équipe. Donc Mmh. si tu es 3-4 associés, tu as un mec qui tire dans un endroit et tu as un autre qui tire dans l'autre. Donc ça, pour moi, les ambitions, c'est extrêmement important. Donc ça, aujourd'hui, c'est compliqué, hein, parce que les ambitions peuvent changer pareil, hein. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, je serais beaucoup plus tournée sur la vie, tu vois, Mmh. personnelle. Mais du coup, enfin, en tout cas, je pense qu'au moment, toutes les associations que je vois qui ont super bien marché, c'est qu'au moment où ils étaient sur la même longueur d'onde sur où ils veulent aller. Pourquoi ils font les choses? Poser la question: «Pourquoi tu fais ça?» Les valeurs, qu'est-ce qui est important? Alors, ça peut paraître bullshit, mais en fait, les valeurs, c'est quand il va y avoir des problèmes, en fait. Les valeurs, c'est au départ, vous êtes 3-4, il y a pas de il y a pas il y a pas de il y a pas de il y a pas de salariés. Mais le jour où il y a un salarié à lourder, parce que ça marche pas et ça fait partie de la vie, on peut, voilà, il y aura différentes manières de traiter le problème. Mmh. Et si tu es pas aligné, ça peut créer des choses, extrêmement difficiles. Ça peut être aussi également sur la manière de manager les équipes, sur par exemple, nous, on a eu une boîte très tôt remote, même avant le covid. Parce que notre objectif, c'était de dire, en fait, notre boîte, ça doit être un asset pour notre vie, pour vivre une belle vie. Donc on a envie de voyager partout, on n'a pas envie d'attendre les vacances pour aller au soleil. Mais du coup, tout le monde n'était pas comme ça. Il y avait des gens qui avaient besoin de voir les gens. Alors si tu es avec un associé qui a besoin de te voir, alors que toi, tu as pas envie de le voir, bah, tu vois, typiquement, c'est ça. Mmh. Donc en fait, ces associés, je pense que c'était des très bons associés dans le sens où on a réussi à faire un truc de fou, quand même, enfin voilà. Mais je pense que, aujourd'hui, je mettrais beaucoup plus en avant les valeurs, heu, comment on voit la vie, dans quel monde on a envie de vivre. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément valorisé à l'époque. C'était beaucoup plus le projet, entre guillemets, «l'ambition». La complémentarité des compétences. Ouais, voilà, c'était beaucoup plus ça. Mmh. Moi, je suis sales, lui, il est ça, lui, il est Ouais. ça. Ça a marché. Non, non, en fait, aujourd'hui, dans les quand il y a des problèmes, quand il y a un conflit à gérer, quand, il y a des situations de vie personnelle, parce que parfois, sur ces temps, il peut se passer des trucs dans ta vie. Bien sûr. Comment les gens vont prendre le temps de te parler, de prendre en compte ton affect et cetera.
voilà, tu as des gens qui sont très froids, pas d'affect dans le boulot. Bon, bah, moi, je vais pas m'associer avec toi, j'ai besoin de m'épancher. Enfin, tu vois, genre, si ça va pas, j'ai envie de pouvoir le dire. Je peux comprendre que tu as pas envie, bah, va t'associer avec quelqu'un d'autre. Va t'associer avec Elon Musk, il a l'air d'être Ouais, ouais, bien sûr. tu vois, genre, Mmh. voilà, tu vois, il y a des profils. Bien Tu vois, sûr. je pense que tu vas pas avoir un Elon Musk pour lui dire: «Ouais, en ce moment, ça va pas», tu vois, genre, voilà, tu vois? Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai, C'est ouais, c'est pas vrai. c'est pas le profil. Tu sais que Oui. le gars, il faut bosser Il a 80 pas heures le par temps. semaine, il y a pas le time, Ouais, et cetera. ouais. Voilà, bah, Mmh. moi, je te dis, c'est pas le genre d'associé que je veux, tu vois? OK. Donc voilà. Donc ça crée des conflits forcément quand vous êtes pas alignés, et ces conflits, au final, bah, le projet est beaucoup moins important, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis: «Est-ce que c'est possible de trouver un peu les associés parfaits?» Il y a un moment donné, en parlant avec pas mal de gens qui ont eu des problématiques aussi avec des associés, ou en fait, moi, les 5 premières années, c'était génial, hein, donc enfin, c'est pas, enfin, tu vois, Ouais. il y a une période de, mais justement, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'il y a pas un moment où ça pète forcément?» Tu vois? OK. Et du coup, pour moi, j'ai en train de me dire: «Est-ce que quand tu as un associé, c'est pas les associés avec lesquels tu vas aller plus loin, et pas forcément les associés avec qui ça va bien se passer, et cetera?» Et du coup, pour la petite histoire, bah, ça a été moi quand j'ai terminé, je suis pas partie, avec une, on n'était pas genre: «Ah, c'est génial, c'est super», et cetera. Bah, tu vois, aujourd'hui, on se reparle 2 ans plus tard, parce que ce qu'on a fait, c'est dingue, Mmh. et on se rend compte, en fait, de c'est dingue ce qu'on a fait, que c'était cool, et cetera. Mais quand tu es fatigué, épuisé, et cetera, le seul truc que tu dis: «Je veux plus vous voir». Ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis très contente de les revoir, quoi. Mais non, soloprenariat, voilà, pour l'instant, ça me va plus. Ouais, tu as l'air très épanoui en tout cas. En fait, oui, parce que je peux vraiment être, tu vois, genre, typiquement, aujourd'hui, je fais beaucoup de contenu. D'accord. C'est quelque chose que, bah, ça fait partie du truc que je te disais, j'aime être, enfin, tu vois, j'aime, grandir, j'aime mettre en avant, j'aime mettre des challenges, tu vois? Écrire du contenu tous les jours pratiquement, bah, c'est challenging, quoi, tu le sais très bien. Faire un podcast, ça demande de la patience, et cetera. Bah, tu vois, c'est des choses que j'aurais voulu faire, en fait, à l'époque, sauf que, bah, tu dois discuter avec des gens. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce qu'on va mettre de l'argent là-dedans? Mais est-ce qu'au final, ça sert vraiment? Et je sais qu'en fait, c'est ce genre de discussion, en fait, que tu peux avoir avec des gens. En fait, là, je suis toute seule, j'ai envie de tester, je teste. Ça marche pas, bah, voilà, je vais juste voir avec moi-même, voilà. Je dis pas que je vais rester comme ça tout le temps, mais en tout cas, je trouve qu'en ce moment, ça me va bien. OK. Et moi, je trouve que tu as une approche assez smart. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, tu as dit que l'association, hem, bah, effectivement, ça prend du temps, il faut se découvrir et cetera. Mais mastermind, alors attention, attention, et je me souviens même d'une punchline. Alors mastermind, c'est avec Marwan et c'est Alexandre, c'est ça? Alexandre, ouais. Alexandre, où vous avez justement bon, tu raconteras aussi un petit peu, mais vous avez un podcast ensemble en tout cas, et puis ça va peut-être au-delà du podcast puisque du coup vous échangez beaucoup. Je pense que de ce que Marwan m'avait dit, vous vous challengez pas mal sur vos business, vous êtes très francs entre vous, pardon, et cetera. Et je crois que j'avais vu, c'est un commentaire de Marwan qui disait, «Je me rends compte qu'en fait, je suis associé de votre boîte, mais j'ai aucune part». Un truc du style, et ça m'avait fait rire. Et je trouve en fait que ton approche, elle est intéressante parce qu'au final, effectivement, je pense que, ben, alors je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, Alexandre ou Marwan ne sont pas tes associés à Non, proprement parler, mais par contre, en tout cas, tu te crées, je mets des guillemets, mais en tout cas, tu t'es créé un ouais, cercle complètement. de confiance et vertueux, où en fait, bah, qui est bienveillant, avec qui tu peux discuter, et puis des gens qui vont pas hésiter à te dire: «Ben là, Laetitia, écoute, ce que tu fais, ça va pas. C'est nul. En tout cas, pour toi, voilà ce que tu Mmh. devrais faire. En tout cas, voici mon avis», et cetera. Donc en fait, je trouve que effectivement tu es pas associé, mais peut-être émotionnellement ou avec voilà, tu es quand même un peu associé, tu Ah, mais vois? carrément. Ben en fait, dans un podcast, on s'est dit ça, je crois. J'ai dit: «En fait, vous êtes mes associés, mais avec tous les bons côtés et pas les mauvais côtés». Ah OK. Et après, Alexandre, il a dit effectivement, ouais, je crois que c'est Alexandre qui a dit ça, qui a dit, «Vous êtes mes associés, vous avez pas de part de ma boîte». Ça, c'est autre. OK, OK. Mais oui, effectivement, en fait, en tout cas, ce modèle-là de mastermind où, en fait, en fait, Tu peux avant dire d'être un un petit peu, podcast, ce que c'est? ouais, bah, du coup, en fait, c'est, tout simplement, on est 3, on pourrait être 4, on pourrait être 5. Un mastermind, c'est tout simplement un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent pour pouvoir, bah, se challenger et aller, le plus loin possible. Du coup, c'est Alexandre, en fait, qui était, 4 ans indépendant, et à un moment donné, il trouvait qu'il s'essoufflait, qu'il a l'impression qu'il était nul, il a l'impression de pas avancer, et cetera. On s'est rencontrés. Moi, à ce moment-là, j'étais en mode genre, «Ah ouf, digital nomade», c'est ma première année de freelance, j'étais à New York, je me souviens à ce moment-là. On est resté très longtemps au téléphone, et en fait, il me propose, «Est-ce que ça te dirait de», et moi, je me suis dit: «Ouais», en même temps, OK, j'en ai marre de l'association, j'ai plus envie de m'associer vraiment aux gens, mais en même temps, je suis quand même quelqu'un qui est extraverti, donc j'ai quand même besoin de Mmh. nourrir des gens et de parler avec des gens, tu vois? Genre, le côté genre, je suis dans ma chambre tout seul à travailler, ça, c'est pas moi. OK.
Donc je me suis dit: «Ouais, OK, why not?» Il m'a demandé effectivement à qui je pensais d'autres et Marwan, en fait, je parlais énormément avec lui rien que sur le contenu donc voilà. À la base, ce truc-là, c'est vraiment un moment où on parle de nos business, où on se challenge, on fait pas concession, on voit comment on avance, ou parfois c'est une safe place, tu vois? Parfois, il y a des moments où tu es un peu plus down et cetera. C'est devenu un podcast après, parce qu'on avait beaucoup de discussions sur plein de trucs, mais oui, effectivement, c'est vraiment un moyen d'avoir des gens qui peuvent connaître ton business, te faire des bons insights, t'apporter, être complémentaire, mais sans le côté, si demain on s'entend plus, si demain il y a un problème, chacun ses business et chacun repart avec ses billes. Et ça, c'est une liberté, en fait. Après, tu vois, on parlait de valeurs. Moi, une de mes valeurs les plus importantes, c'est vraiment la liberté. À partir du moment où tu essaies de me contraindre, c'est là où je commence à partir en vrille, tu vois. Genre, Mmh. quand tu commences à m'enfermer. Et donc là, en fait, c'est un peu parfait parce que je me dis, rien que le fait de savoir, pour l'instant, j'ai envie vraiment de bosser avec eux, mais rien que le fait de pouvoir savoir que si ça va pas, je peux partir, en fait, c'est ça qui fait que ça se passe bien, tu vois. Je comprends. À partir du moment où je suis un peu enfermée, me dire, bah, d'ailleurs, en fait, tu vois, c'est marrant parce que dans cette boîte, c'est le moment où on s'est lancé dans dans la recherche d'un partenaire pour, racheter notre entreprise, où là, en fait, c'était le moment, bah, parce que quand tu te lances dans un chantier comme ça, tu es lancé pour 2 ans ou 1 an, quoi. Bah, c'était tu vois, la chape de plomb, me dire: «Ouh là là là, là, je peux plus partir, là» et c'est là où c'est parti un peu en cacahuète. Ouais, Voilà. OK, je vois, je vois. Écoute, là, tu un très, très beau parcours. Imagine, si tu devais recommencer de zéro. Ah ouais, fameuse question. J'ai plus de skills. Attends, déjà, bon, je te laisse ta mémoire. Tu as ta mémoire, tu sais ce que tu sais aujourd'hui, OK, OK? Mais par contre, tu as plus de réseau. OK. Donc Marwan, tu oublies, Alexandre, tu oublies tous les gens que tu connais, là, dont tu m'as parlé, tu oublies tout ça. On est même dans un pays où il y a personne d'autre, OK. OK? Hem, Qu'est-ce que tu referais avec les connaissances que tu as pour soit revenir au niveau auquel tu es actuellement ou aller encore plus loin? Ce serait quoi ton plan sur 30 jours? Qu'est-ce que tu ferais? Ah ouais, 30 jours, c'est court quand même. Bon allez, 90 jours. OK. Bah, déjà la première chose que je ferais, si alors, tu as dit que j'aimais mon savoir. Oui, tu as ton savoir. Déjà, j'aime mon savoir. Bah, déjà, en fait, je vais déjà trouver un endroit où, en fait, un secteur dans lequel je vais du coup faire un business, déjà. Hem Et à partir du moment où j'ai trouvé le secteur, je vais diguer comme, une malade mentale, aller écouter tous les podcasts, toutes les vidéos YouTube, tous les bouquins qu'il y a sur le sujet et identifier toutes les personnes, en fait, qui sont dans ce secteur-là et qui ont fait un business là-dessus. Ça, c'est la première chose que je fais et c'est ce que je fais à chaque fois quand je me mets dans un nouveau truc. Parce que tu t'imprègnes vraiment du business, des contraintes, de ceux qui ont réussi, pourquoi les gens ont réussi, pourquoi les gens n'ont pas réussi, voilà, qui parle avec qui, et cetera. Ensuite, si je peux, je prends contact avec certaines personnes pour pouvoir, en fait, en tout cas, avoir un maximum de choses. Ensuite, bah, du coup, quand j'ai un peu toute la matière, bah, je vais décider de prendre une direction et bah, après moi, je connais le SaaS, hein, donc du coup, je ferai un MVP, mais vraiment un truc minimaliste, qui est de tester, en fait, ma cible et de me dire, en fait, alors moi, je suis sales, hein. Si je prends mon téléphone, j'appelle les gens et je valide. C'est intéressant, c'est pas intéressant et cetera. Tant que c'est pas intéressant, bah, j'itère pour trouver en fait le produit un peu, un peu, Produit parfait, market fit, ouais. le product market fit. Alors ouais, on va dire le pré-product market fit Ouais. parce que, en fait, généralement, tu es quand même dans un 90 jours, je suis quand même dans un petit un truc qui fait, peut-être un mono feature, tu vois? Mais, du coup, Ouais. voilà, donc, effectivement, j'essaie de trouver en tout cas, si ça match et ensuite, à partir du moment où ça match, truc que je ferais peut-être, différemment parce que tu m'as dit que j'avais la mémoire donc, À la quand maison. même, j'ai la mémoire et cetera. Je recrute en fait directement, je suis CEO et je prends conscience que c'est pas moi qui va m'épuiser à faire de la vente. Je prends un sales senior, surtout pas junior, c'est Mmh. la bêtise qu'on a fait et cetera, qui est plus ou moins dans le domaine, qui maîtrise et en fait, en tout cas, je lui mets en place tous les process nickel imaginables pour qu'il puisse lancer la machine commerciale. De mon côté, bah, je travaille vraiment sur le produit, sur la vision, sur le marketing et ce que je fais différent, c'est beaucoup de contenu, énormément de contenu, que du contenu. Ah ouais? Pourquoi? Bah, écoute, en fait, nous, C-Cube, moi, ce que j'étais super frustrée, c'est que j'envoyais beaux produits, mais on faisait pas de contenu. On n'avait pas beaucoup de market, donc tout était sur la force commerciale. Tu t'épuises. Je pense que si j'avais eu quelqu'un comme un Marwan qui a fait pour les listes avec des leads qui entrent comme ça, bon, bah, ton business, déjà, il va mieux et aussi pourquoi? Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que quand tu fais du contenu, déjà, c'est une machine commerciale, en soi tout seul, tu génères des leads. Plus les gens te voient, plus ils se disent: «Bah, en fait, cette personne, forcément, elle sait ce qu'elle raconte et cetera» et le troisième truc, c'est que si ça foire, tu peux recommencer.
En fait, quand tu fais du contenu et que tu as installé et que les gens te connaissent, peu importe ce que tu sors, ça marche. Donc, tu peux faire des pivots, c'est pas grave. Par exemple, je peux te dire, bah, OK, bah, là, en fait, on se rend compte qu'on est allé trop loin sur le marché ou on peut construire autre chose. Bah, du coup, j'ai juste à le launcher en disant: «Écoutez les gars, on a décidé de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Donc heu, donc ouais et je ferai le contenu day one, OK. Tu dois en te mode montrer build chaud. ouais, Build in build public, ouais, public. comme tu Ouais, as dit. franchement, c'est mon plus gros regret, c'est de pas avoir build in public, OK. CQ. OK, Tu vois? OK, OK. Après, il y avait pas trop ce genre de mindset à l'époque, mais c'est mon Mmh. plus gros regret, ouais. OK, et j'ajoute à ça, je te donne par exemple aussi, par exemple, tu as un pouvoir, tu peux apprendre une compétence là et devenir très, 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 très forte. La tech. Ah, je savais que tu allais dire ça. Ouais, Pourquoi? dev. Parce que je t'ai dit, en fait, alors déjà, parce que là, mon mindset actuellement, c'est de vouloir, être solopreneur. Mmh. Une de mes références, c'était pendant longtemps Peter Levels et bah, je sais pas si tes auditeurs connaissent, mais Peter Levels, il a quand même monté, je crois enfin, bon, en tout cas, l'histoire dit qu'il a monté 70 SaaS, que sur les 70 SaaS, il y en a peut-être 3-4 qui ont réussi et Mmh. qu'aujourd'hui, il fait à peu près 5 millions tout seul. Mmh. Bon, bah, voilà, tout est dit. Il y a un outil que je kiffe plutôt pas mal qu'il a fait qui était, Nomad List. C'est un truc qu'il a construit, en mode, d'abord sur un je crois sur un spreadsheet. Et chi Ensuite après il a mis ça sur, Slack et puis ensuite il a plus dev. Mais lui et en fait quand tu le vois, bah, en fait, la possibilité de dire en fait j'ai beaucoup d'idées. Je fréquente quand même beaucoup de business tout le temps parce que je fais du sales. Donc, des problématiques j'en vois tout le temps. De pouvoir tester directement mes hypothèses en me disant: «Je pense que là il y a un truc», de dev un petit truc, le tester et cetera, ah ce serait magique. Là en Mmh. fait je pourrais vraiment être solopreneur. Aujourd'hui je t'avouerais que, bah, du coup demain je serais dépendant de trouver un super tech, dev, donc du coup potentiellement me réassocier. Donc, tu vois, pour avoir un peu cette liberté, il faudrait que je sois OK. dev. Mais il y a tu peux aussi peut-être regarder du côté du no-code. Ça dépend après des problématiques que tu vas tackler, hein. En fait, alors, je vais pas diguer le truc, j'en sais rien, vraiment. Après, j'ai l'impression quand même que même le no-code, il faut quand même en savoir un peu, sur des basiques de code. Enfin, Oui. faut pas être, genre, non, quand on parle no-code, on pourrait avoir l'impression que c'est comme si tu étais, sur Canva, mais en fait, Ouais, c'est non, pas ouais. c'est Bien pas sûr, c'est c'est pas pas vraiment mais la ça. courbe d'apprentissage quand même est un peu moins élevée Ouais, que je j'imagine. dirais, tu vois? On parlait beaucoup avec, pas mal que ce soit Facosa qui est passé aussi dans la saison 1 ou bien, ouais, plein d'autres que je vois, Lionel, François et cetera. On est même des fois alors Facosa par exemple n'est pas codeur au début, il était fermier guinéen, il est devenu développeur Bubble, donc Bubble qui est aussi une technologie, no code. L'une des plus poussées je dirais, si je puis dire et de l'autre côté, nous on est tous aussi des devs, mais des fois on fait du no code, tu vois? On va faire du N8N, on va faire, par des API, on pourrait oui faire des workflows avec des API, avec du Python et cetera, mais en fait s'il y a N8N qui est là, c'est déjà une stack, c'est déjà établi, bon bah tu prends N8N, tu vois? Mais en fait je pense qu'aujourd'hui je trouve, hein, que c'est devenu un peu plus accessible en termes de tech, mais ça dépend du problème que tu vas solutionner. Ça dépend du problème que tu vas Mais en solutionner. fait, ouais, je trouve que tu as peut-être raison. En tout cas, tu m'as donné envie Mmh. d'aller creuser ça. Après, généralement, tu vois, genre les idées là que j'ai actuellement, c'est pas de la complexité, de C-Cube. Tu vois, C-Cube, c'était quand même on faisait des forums virtuels de recrutement, hein. Il faut que Bien tu sûr. dev, enfin, tu vois, on a dev, une solution de visio qui était dédiée à la partie recrutement. Enfin, tu vois, genre, voilà. Mmh. Et après, je pense que peut-être qu'avec l'IA, on aura encore plus de possibilités, Clairement. demain. Donc voilà. Mais ouais, c'est la skills, première skill. Si demain tu me disais: «Là, je pouvais l'avoir là», OK, OK et tu m'as l'air aussi de toi, d'être, très curieuse intellectuellement. C'est-à-dire que, tu vois, tu dis que si tu arrives dans une industrie, c'est simple de ratifier tout ce qui se passe, de vraiment comprendre, t'imprégner et tout et est-ce que tu lis beaucoup? alors là, tu vas dire Ouais. bizarrement, non. Je ne OK, lis pas beaucoup, par contre, j'écoute énormément de podcasts et beaucoup de vidéos. Je suis OK, quelqu'un qui est beaucoup l'audio. Et OK. d'ailleurs, en plus, là, en ce moment, je lis un livre, mais je lis pas vraiment un livre, je suis fan d'audio. Audio? Ouais, tu vois? Oui, audio, OK. Heureusement qu'il y a les livres audio, OK, tellement. ouais, OK. En fait, moi alors, ça peut paraître bizarre parce que moi, j'ai fait des études de littérature italienne. OK. Donc tu vois, à la fac, à Sorbonne Nouvelles, je voulais faire une thèse. À la base, voilà, je voulais être, plutôt dans le milieu littéraire. Je pense qu'en fait, c'était un milieu que je valorisais énormément et donc je me suis beaucoup persuadée, en fait, que, ouais, j'adorais lire. Je lisais énormément parce que, bah, voilà, c'était mes études et je pense qu'en fait, c'était pas ma première nature. Ma OK. première nature, c'était plutôt le sales et du coup, je pense que je me suis tellement forcée que j'ai eu un espèce, Rejet? aujourd'hui, j'ai un re Ah ouais, et à OK. 30 ans, j'ai assumé le fait de dire: «Mais en fait, non, enfin, en fait, j'aime le business». Parce qu'en fait, dans le milieu où je traînais, c'était pas
c'est pas hyper valorisé de faire de la startup nation, de faire du business, etc. Ok. À 30 ans, j'ai assumé en disant non, en fait, enfin voilà, j'aime faire du business et voilà, la littérature, etc. C'est cool, mais c'est pas. Ouais. Donc Ok. voilà, mais par contre, j'écoute énormément de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos, je parle aussi énormément aux gens. Alors moi, je suis vraiment quelqu'un qui utilise mes skills de sales pour contacter tout, même si les personnes sont soi-disant inaccessibles. Ah ouais. Donc, Ok. quand j'ai envie de savoir un truc, ou bien que quelqu'un a écrit un bouquin, par exemple, et que j'ai vu qu'il a intervenu, ça m'est arrivé dernièrement, intervenu dans une émission pour parler de son bouquin, justement. Voilà. Mais ces gens-là, en fait, ces écrivains-là, ils sont souvent sur LinkedIn. Donc voilà, je te contacte sur LinkedIn, en disant: «Voilà, moi j'ai cette problématique-là», et cetera. Ton livre, bon, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, et cetera, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça m'a donné envie et tu parles avec les gens et ça, c'est un truc où tu as énormément d'apprentissage, tu vois? Ok. Ok. Et si du coup, tu pourrais conseiller peut-être, allez, je sais pas si c'est 3 chaînes YouTube ou 3 podcasts pour permettre aux gens d'upgrade, tu leur conseillerais quoi? Waouh! Bonne question, bonne question. Alors déjà, c'est beaucoup de trucs anglophones déjà. Ah, bah, ah ça aussi, c'est un débat qu'on a eu l'autre jour, mais effectivement, toi, tu es contenu anglophone du coup? Tu es plus contenu Je suis plus en francophone? côté anglophone parce que sur le sales, c'est là où il y a des choses un peu plus consistantes, tu vois? Éprouvé. Éprouvées, des choses qui sont peut-être pas toujours des trucs justes, hein, faut pas non plus se dire tout ce qui est aux États-Unis est, incroyable, et cetera. Mais en tout cas, ils testent beaucoup de choses. Mmh. Il y a en fait, les gens se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils font. En fait, ils font des choses et ils théorisent dessus, donc ils ont fait des frameworks. Mais je peux quand même te donner un bouquin, en tout cas, que moi je pense, en tout Mmh. cas sur la vente, sur Anglade, c'est, Comment se faire des amis. Ça, c'est la base. OK. Ça, pour moi, c'est ce C'est livre, Dale Carnegie, je crois? exactement. OK. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Hem, c'est un livre qui peut servir, que tu fasses du sales, que tu sois founder, que tu fasses du partenariat, enfin, c'est un livre qui va te servir vraiment toute ta vie. Ensuite, pour moi, un des podcasts qui avait, il y a encore, donc je le dis, allez regarder Nouvelle École. Il y a Mmh. plein d'épisodes, et cetera, donc ça, vraiment, parfois, j'en réécoute, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de leur début. Ah, Donc, par exemple, Open Classroom, le mec d'Alan, et cetera. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a peu de gens à ce niveau-là qui font du give back en mmh. France, tu vois? Donc en tout cas, je trouve que dans Nouvelle École, il y avait ce truc-là. On pourrait dire génération du naturel, mais je trouve que les questions que posait Antoine, c'était vraiment genre, C'était vraiment excellent. c'était Et c'est que excellent et puis tu as l'impression de dire: «OK, si je suis vraiment au niveau des zéros là, en fait, comment mmh. je pourrais faire?» Donc en tout cas, ça, moi, je recommanderais vraiment de l'écouter. Et sur, une chaîne YouTube, en français, franchement, j'ai enfin, j'ai pas, tu vois? Genre, je suis en train de réfléchir à ce que je regarde, en fait, sur la partie business en France. Je regarde peu de choses, tu vois? Des trucs pour me divertir, par exemple, tu vois? Genre, mais pas pour vraiment apprendre. Mais tu vois, c'est fort ça parce que, j'avais la même conversation dans un autre épisode. C'est qu'effectivement, en fait, déjà, moi, je me rends même plus compte, mais en fait, je consomme quasi que du contenu anglophone. Tu vois, tu te rends même plus compte, mais en fait, ouais, c'est là qu'il y a vraiment il y a de la va il y a beaucoup de valeur, tu Beaucoup vois? de valeurs, c'est frais, ça va loin. C'est ça. Hem et ouais et malheureusement, en fait, en France, on n'a pas forcément ça parce que, bah, moi, tu vois, parfois, j'ai essayé, même dans le contenu que j'ai pu créer, d'aller super loin et en fait, bah, je pense que les gens ne sont pas fans. Ils aiment le truc très snacky, très basique et donc ce qui fait qu'on a du contenu comme ça donc si tu veux aller sur une step au-dessus, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Après et puis, en vrai, en France, il y a pas beaucoup cette culture du give back, encore une fois et donc quand tu disais upgrade, tu peux avoir des choses à un niveau, bah, par exemple, moi, aujourd'hui, par exemple, je vais écouter parfois des trucs à un niveau un peu plus élevé et cetera parce que, bah, j'ai déjà cette expérience. Mais si tu es au tout début, c'est pas ça que tu as envie d'écouter. Ce que tu veux écouter, c'est vraiment les petits c'est pour ça que j'aime bien la nouvelle école, c'est vraiment le détail de dire, en Mmh. fait: «OK, comment tu t'es lancé? Comment tu as fait quand tu avais pas de réseau? OK, tu étais pauvre, tu étais pas dans un milieu et cetera. Comment tu as fait pour rencontrer les premières personnes?» Vraiment des trucs que les gens se posent comme question, tu vois? Mmh. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Écoute, j'ai envie de t'offrir ça, solennellement. Waouh! C'est stylé ça! Putain, on a carrément un t-shirt et tout, genre, trop bien. Cell Bah, écoute, 500, Est-ce merci est-ce que beaucoup. tu l'acceptes? Je l'accepte, avec grand plaisir et je le mettrai, en fait. Trop bien. Parfait. Bah, écoute, en fait, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de l'upgrade. OK, c'est quoi? Alors, je l'ai même écrit pour être sûr de ne pas me tromper. Donc moi, écoute, pour moi, effectivement, tu as un top profil, que ce soit en vente ou en entrepreneuriat, mais j'ai analysé vendu.fr. OK. OK?
C'est quoi les métriques que tu regardes sur ton site, sur vendu.fr? Franchement, aucune. Je sais. Parce que ce que j'ai vu, c'est que en termes de données qualitatives, j'ai pas vu, parce que je suis allé un peu regarder techniquement, etc. J'ai pas vu Hotjar, par exemple, pour aller le parcours. J'ai pas vu Clarity, etc. Et surtout, je suis allé sur ton URL coacher vos commerciaux. Mhm. Donc, celle justement où tu présentes justement les différents programmes que tu as, etc. Donc, écoute, le défi de l'upgrade, c'est le suivant. J'aimerais en fait que tu analyses, donc après avoir installé ces outils, qui sont très faciles à faire et je pourrais t'y aider, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais en fait que tu analyses le parcours client sur ton site ou Mhm. sur ta landing page. Donc, à la fois sur le Travail, hein. Alors, à la fois sur le site de podcast, parce que en fait, il y a le site de podcast, il y a un peu une landing page Ouais. coachée aux commerciaux. Donc, sur les deux, que tu analyses sur ta LP, et qu'en fait, tu trouves 3 optimisations basées sur la navigation que tu vas observer en termes de données qualitatives. C'est-à-dire qu'en fait, pour te donner juste le framework, c'est installer les outils, laisser justement la donnée tourner, etc. L'analyser et voir justement où est-ce que les gens, par exemple, passent du temps avant de cliquer sur prendre un rendez-vous. C'est un call découverte de mémoire que tu fais. Non, Ton site IE, c'est lequel? Ah oui, tu les dis, gens, en fait, t'envoies leur ils envoient, ouais, formulaire. ouais, non, ils donnent des informations, je leur envoie un lien Stripe, ils payent, et Ok, ensuite, ils m'envoient l'enregistrement, et du coup, je fais. parfait. Ben moi, en fait, c'est intéressant parce Je que suis pas sûre que c'est bon, le bon canal. Je teste, en fait. super. Eh ben, en fait, tu sais pourquoi? Peut-être qu'il faut un call de découverte. Mais j'avais pas envie d'avoir un call de découverte. Je voulais productiviser le truc. Ouais, non, mais je comprends très bien. Moi, j'ai juste envie de voir, parce que moi, j'ai vu des choses, mais effectivement, c'est très subjectif. Mais après, c'est plus par expérience, je me suis dit, ah, là, elle pourrait faire ça, mais là, elle pourrait faire ça, là, elle pourrait faire ça. Donc, en fait, je me suis dit, écoute, c'est toujours bien d'être un peu data-driven, tu vois. Donc, de se dire, ok, installons un outil, regardons comment les gens se comportent avec Hotjar, ça peut être d'autres outils, etc. Voyons les cartes de chaleur, voyons sur quelle section ils passent le plus de temps avant de cliquer sur un bouton, etc. pour que toi, tu puisses optimiser ces pages-là. Ok? Est-ce que c'est un défi que tu acceptes? C'est un défi que j'accepte. Parfait. Il Donc, faut que j'upgrade, en fait. il faut que tu upgrades. Alors, écoute, effectivement. Ouais, ou... Non, Ah ouais. t'inquiète. T'inquiète pas. Enfin, Non, je t'inquiète suis pas. bon, ok. Non, t'inquiète pas. Tu as 30 jours. Tu as 30 jours pour réaliser ça. Donc, je te donnerai la date de départ, etc. Bien sûr, tu auras C'est cool, ça. accès aux ressources de l'upgrade pour faire ça, parce que tu ne seras pas non plus toute seule. Donc, tu pourras justement avoir des questions, des ressources, etc. que je te fournirai. Et en fait, justement, la réussite de ce défi pourra entraîner une récompense. L'échec entraînera une conséquence. Si tu veux annoncer c'est quoi les conséquences, Pas encore. Mais t'inquiète pas, c'est très de light. toute façon, je vais réussir. Parfait. Donc écoute, moi je suis super content que tu aies accepté ce défi. Donc de toute façon, on reparlera après de l'aspect opérationnel. Où est-ce que les invités te retrouvent s'ils veulent parler avec toi? LinkedIn, principalement, c'est Vraiment. là où je suis tout le temps et beaucoup de temps. Ok, Laetitia Fall, du coup. Laetitia Fall. De toute façon, on mettra tout en description. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui regardent l'émission? En fait, si les gens qui regardent l'émission ont un problème avec la vente, sachez que la vente, c'est juste une compétence. Il n'y a rien d'inné. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ne pensez pas en fait que vous êtes fait ou pas fait pour ça. À partir du moment où vous avez les bonnes méthodes et que vous apprenez ces compétences, vous pourrez l'acquérir. Et ça sera un mauvais souvenir le moment où vous ne saviez pas vendre. Ok, Voilà. super. Bah, écoute, Laetitia, merci beaucoup pour ton Merci à temps. toi, c'est très cool. Vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Bah, merci. Et écoute, j'ai hâte de voir déjà tout ce que tu vas faire avec vendu.fr, avec toutes les autres idées que vous faites. Très cool aussi ce que vous faites sur Mastermind aussi. Ouais, C'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment nice. Et puis c'est un peu, pour moi, très franc parler, puis très behind the scene un peu. Donc très très cool. Donc écoute, on se revoit très vite. yes. Et puis Ça sera à très cool, bientôt hein. alors. Il n'y a pas de souci. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. Bye.